Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation et pour l'organisation, Alexia. Alors, on m'a demandé de parler de la fabrique de ce livre. C'est une fabrique qui est ancienne, en fait. Ça fait 30 ans que je travaille sur les sujets des violences masculines à l'encontre des femmes. D'abord dans un cadre associatif, donc j'ai commencé comme professionnelle juriste. Et la première expérience que j'ai faite, j'étais à Avignon dans un service d'aide aux victimes, des associations qui donnent des conseils juridiques un peu dans tous les domaines du droit. Je sortais de la fac et première rencontre avec l'application du droit, je trouvais que c'était très compliqué de passer des livres à la réalité des situations juridiques qui m'étaient présentées. Et ça a été aussi ma rencontre avec les violences à l'encontre des femmes, puisque j'avais des femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Et donc moi, j'avais 22 ans, quelque chose comme ça, des femmes qui me paraissaient très âgées parce qu'elles avaient 50 ans, et qui me disaient, mademoiselle, à l'époque on disait mademoiselle, surtout, soyez toujours autonome, ayez toujours un travail, ne dépendez jamais d'un homme. Et là, j'avais le récit d'une vie de femmes qui avaient écouté leur mari qui leur disait, mais je t'aime, tu vas t'occuper des enfants, arrête de travailler, et qui avaient donc perdu leur autonomie financière et qui étaient dans une grande difficulté pour quitter un conjoint violent. Et ça m'a à la fois beaucoup alertée parce que j'étais pas dans mon expérience personnelle confrontée à des situations de violence. Et puis je sentais que la façon dont elle me disait, c'était plutôt elle qui était en train de mener l'entretien que l'inverse, et qu'elle me disait quelque chose de très important pour la vie en général. Et par ailleurs, quand je reprenais mon rôle de juriste et que je devais leur donner des conseils, au-delà, c'est puni par le droit, il faut déposer plainte. Ça ne résolvait pas grand-chose, en fait, parce qu'on dépose plainte, d'accord, qu'est-ce qu'on fait pour garantir la sécurité des femmes ? Alors, on est dans milieu des années 90, hein, pas d'ordonnance de protection, enfin, il n'y avait pas tout ce qu'on peut, tous les outils qu'on peut proposer maintenant aux femmes victimes de violences. Ça, c'était la première expérience. Et puis, dans le cadre de ce travail, j'ai rencontré la VFT. Je ne sais pas si vous connaissez la VFT ? Quelqu'un connaît la VFT ? Non. AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, c'est l'association qui est à l'origine de la loi sur le harcèlement sexuel en France, créée en 1985 par 3 femmes. Une femme qui était victime de harcèlement au ministère des Finances, une sociologue, Marie-Victoire Louis, et une députée européenne socialiste, Yvette Fuyet. Marie-Victoire Louis, quelqu'un la connaît ? Non ? Je vous conseille d'aller voir son site, marievictoirelouis.net. Une des féministes importantes, je pense, en France, toujours vivante. Et donc, j'ai travaillé dans une association où j'étais la seule femme. Arrive une proposition de formation sur le harcèlement sexuel organisée par cette association, la VFT. Et comme j'étais la seule femme, on me dit, tiens, il y a un truc pour toi. Parce qu'évidemment, si ça parle de harcèlement sexuel, c'est pour une femme. C'est la femme qui doit être formée. C'est pas mes camarades masculins, autres juristes. Et donc, je vais suivre cette formation. Et c'est par la VFT que j'ai découvert la critique féministe du droit, puisque je n'avais, au cours de mes études de droit, jamais entendu parler de féminisme, de critique, même pas féministe, mais de critique du droit du tout. Ce qui serait pas le cas si j'avais fait mes études dans des pays anglo-saxons, où les Critical Legal Studies sont la norme, des cours obligatoires. Et là, je suis allée de surprise en surprise, puisque j'ai accompagné des personnes victimes de violences, dans l'immense majorité des femmes, sur leur lieu de travail. Et donc, violence, ça commençait, discrimination, le salaire, maternité, mais il y avait assez peu de situations de ce genre, et beaucoup de harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol sur le lieu du travail. Et là, même constat, le droit ne marche pas. Ça commence à faire beaucoup, violence conjugale, violence sur le lieu du travail. J'ai dit, à quel moment il marche en fait le droit ? Et c'est comme ça que je suis tombée dans la critique féministe du droit, en me rendant compte, en creusant à chaque fois, quand on prend n'importe quelle disposition du code pénal, alors plutôt code pénal, au début je faisais beaucoup de droit du travail, maintenant je suis plutôt sur le côté volet droit pénal.
Pourquoi ça ne marche pas? Et là, on reprend le texte, on reprend la genèse du texte. Quand je dis la genèse, parfois, on remonte très très loin. C'est-à-dire que pour le viol, on remonte à l'Ancien Régime, parce que contrairement à ce qu'on pense, on dit toujours on a un arsenal juridique, ça a changé, ça c'était le vieux temps. Mais non, oui, bien sûr, ça a changé, ça a bougé, ça s'est amélioré. Mais nos racines plongent très très loin, plongent dans le droit de l'Ancien Régime. Dans une région de vin, vous savez que le vin, les racines de 50 mètres. Pour faire un bon vin. Le droit, c'est pareil. On a ces racines qui sont très, très, très profondes et qui continuent d'irriguer complètement notre droit pénal. Je pense par exemple en matière de viol, l'attente que l'on a qu'une femme résiste quand elle est violée. La résistance, ça vient de critères qui étaient posés par le droit de l'Ancien Régime. Donc c'est plus écrit dans notre droit, mais ça reste complètement là comme attente que l'on a, que les juristes ont, que les magistrats ont, que la police, la gendarmerie, et que nous avons encore socialement. Parce qu'un des premiers réflexes quand une femme parle de l'agression sexuelle qu'elle a subie, trop souvent, ça va être d'entendre « mais pourquoi t'as pas, mets-moi à ta place, j'aurais », enfin voilà, des trucs qu'on entendait, qui sont dénoncés par les mouvements féministes depuis les années 70, mais qui restent encore très, très, très prégnants. Donc j'ai passé 15 ans au sein de la VFT à accompagner des personnes victimes. Quand je dis accompagner, je crois que la spécificité de la VFT, c'est d'être au plus près du parcours judiciaire des victimes. Donc, à les accompagner dans les commissariats gendarmerie, à écrire au procureur quand la plainte est classée sans suite, à se constituer partie civile quand il y a un procès, à batailler avec les avocats pour qu'ils fassent leur boulot, pour qu'ils ne prennent pas des honoraires exorbitants, pour que le champ est infini de tout ce qu'il faut faire quand on se lance dans une procédure judiciaire, à faire des communiqués de presse bien sûr, parce qu'on sait que le rapport de force dans un tribunal est important et que les magistrats ne se comportent pas de la même façon quand il y a des journalistes sur le banc de la presse ou pas. Donc quand je parle d'un rapport de force, c'est véritablement un rapport de force à créer pour qu'il y ait une justice qui soit plus impartiale à l'égard vis-à-vis des femmes. Et donc j'ai fait ça pendant 15 ans. Et puis au bout de 15 ans, je me suis dit que le boulot était passionnant, ça c'était pas la question, mais qu'on avait un vrai problème avec les juristes et qu'il fallait que je retourne à l'université pour essayer de sensibiliser mes camarades juristes à la partialité du droit, dans sa conceptualisation et dans sa mise en œuvre, parce que les deux volets vont complètement ensemble. Et donc, je me suis inscrite en thèse de droit. Ce que je disais à Alexia, elle devait durer 3 ans. En fait, elle en a duré 10. C'était pas totalement prévu. Mais sans regret, parce que j'ai passé un excellent moment. C'était un luxe incroyable de pouvoir justement reprendre toute mon expérience professionnelle avec un autre biais. Ça vous intéresse? Vous êtes tous et toutes sociologues, c'est ça? Ou il y a des juristes aussi? Politistes et sociologues? D'accord, il n'y a pas de juriste. Et donc, ouais, c'est passionnant de pouvoir reprendre. J'ai parlé de luxe, mais je le ressentais vraiment comme un luxe d'avoir le temps de reprendre tous mes dossiers mes dossiers, ça fait un peu les dossiers des situations, des personnes que j'avais pu suivre, mais je dirais les dossiers pour aller plus vite à chaque fois. Et de les analyser avec le temps, avec aussi un regard comparatiste, puisque j'avais eu la chance de passer 2 ans aux États-Unis comme visiting fellow dans une université américaine, ce qui a été aussi passionnant, parce que le regard comparé en droit, mais je suppose que c'est vrai dans toutes les matières, permet de voir que quand on nous dit qu'en France, ce changement-là est absolument impossible, qu'on voit que il s'est fait dans plein d'autres pays et que ça n'a pas conduit à la destruction du système juridique du pays en cause, ça permet de distancier les critiques. Et donc voilà, j'ai soutenu ma thèse en décembre 2018. Alors le livre, une partie vient de cette thèse. L'autre partie vient du fait que j'anime aussi pas mal de formations dans un peu tous les milieux, professionnels comme universitaires ou scolaires, et que j'entends quand même un peu toujours les mêmes idées reçues. Et je me suis dit, bon,
va falloir aussi s'attaquer aux idées reçues. Alors, ce que je faisais un peu dans ma thèse, mais seulement sur le droit. Et puis, quand même, c'est une thèse, donc il y a quand même un objectif où il faut que je sois entendue par mes collègues juristes. Et alors, très précisément, il est né d'un coup de colère que j'ai eu quand j'ai entendu l'émission c'est La Grande Librairie de Buñuel, le mercredi soir. Et c'était Vanessa Springora qui était invitée, seule invitée. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. J'avais trouvé que le livre de Vanessa Springora, Le consentement, était très intéressant. Et j'avais aussi perçu que elle n'en avait pas terminé de déconstruire l'emprise que Matzneff avait pu construire et la manipulation dont elle avait été l'objet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. Non ? Je vous invite à lire, c'est intéressant sur les rapports de pouvoir et sur comment, même 20 ans ou 30 ans après, on continue à les porter quand on n'a pas eu la possibilité, le temps, les bonnes rencontres pour déconstruire tout ça. Et donc, il se trouve que j'arrive dans les bureaux que je partageais avec l'éditrice le lendemain matin, en disant « Vous avez vu l'émission hier soir ?» Et elle m'a dit « Pourquoi t'écris pas ?» Et je dis « Ok. » Voilà. Et puis il se trouve que le Covid est arrivé, et moi ça m'a beaucoup servi, parce que du coup j'avais un agenda qui était nettoyé de toute obligation, et donc j'ai consacré mon premier Covid, mon premier confinement à rédiger ce livre, en ayant en tête à la fois le besoin de donc déconstruire les idées reçues qu'on entendait le plus fréquemment, de rendre le droit accessible aussi, parce qu'il y a quand même ce surplomb que les juristes ont trop souvent vis-à-vis du droit, enfin vis-à-vis de ceux qui ne sont pas juristes, surtout tu ne peux pas comprendre, le droit c'est compliqué. Bon, ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord évidemment. Je pense que ça devrait être enseigné en matière obligatoire dès la maternelle, autant que le français et les maths, parce que c'est une question de citoyenneté. Enfin, voilà, on passe notre journée à faire du droit, en fait, et donc on devrait être outillé à se servir de ce droit. Et puis parce que j'ai un objectif, la politique, de changement du droit français et de changement de la prise en compte juridique des violences sexuelles et judiciaires aussi. Mais là, c'est surtout sur le droit, vraiment dans sa conceptualisation. La suite viendra après dans la mise en œuvre par les tribunaux. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, comment il est construit ce livre en 5 chapitres et du coup, pour que ce soit plus clair pour vous, je vais prendre chapitre par chapitre. Le premier chapitre, c'est sur justement une des principales idées reçues à laquelle nous sommes confrontés quand on intervient sur les violences. Elle avait qu'à dire non. Sous-entendu, si les femmes, alors je reviens sur la question de la résistance, si les femmes disaient non plus clairement, disaient non tout court ou résistaient de façon plus efficace, elles ne seraient pas agressées. Or, moi, dans ma pratique professionnelle, toutes les femmes que j'ai rencontrées disaient non. Alors, il y a plein de façons de dire non. La réaction physique, je l'ai rencontrée assez rarement, elle existe, mais elle n'est pas enseignée aux petites filles. D'accord ? Qu'on n'apprend pas aux petites filles à se battre. En général, quand une petite fille a un problème dans la cour de récré, le conseil qui lui est donné, c'est d'aller en parler à la maîtresse. Pour le petit garçon, c'est plus légitime de donner des coups de pied. C'est normal, c'est un petit garçon. Et ça, vous allez me dire, madame, ça se passait il y a longtemps, c'est fini, l'époque est révolue. Non, l'époque n'est pas révolue. Il suffit de passer une après-midi dans un jardin d'enfants et d'écouter les enfants, de voir les interactions entre les adultes et les enfants, de voir que c'est encore ce qu'on entend. Une petite fille, c'est pas joli de dire des grands mots pour une petite fille ou de taper pour une petite fille. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de femmes qui ont l'autodéfense comme mécanisme de protection de soi. La plupart, elles vont avoir des stratégies qui montrent bien leur refus, qui montrent bien le fait qu'elles ne sont pas intéressées par ce qui n'est même pas proposé, parce que c'est imposé quand on parle de violence sexuelle. Donc, par exemple, elles vont, stratégie d'évitement, elles vont quitter le travail plus tôt, elles vont demander à des collègues de rester, en disant « ne me laisse pas tout seul, je ne veux pas fermer le magasin tout seul », voilà, tout ça, montrant bien que stratégie d'évitement, si vraiment ça leur plaisait, elles resteraient en tête-à-tête avec le monsieur. Ce n'est pas le cas.
Je disais juste quand même, je reviens en arrière pour la stratégie physique. Il y a quand même une femme qui, pour une tentative de viol, qui était une femme assez baraquée et qui te fait 1m85 à peu près, a repoussé son employeur, qui était un directeur d'hôtel, sur une armoire. Et en fait, elle était très inquiète d'être poursuivie pour cause de blessures volontaires. J'ai dit, écoutez, là, je pense qu'on pourra dire que vous étiez en légitime défense, donc ça passera. Bon, lui, il en est parvenu. Hein. Il lui a quand même dit, quand il a fait ça, écoute, tu te soumets ou tu te démets. C'est-à-dire qu'en gros, si tu ne te laisses pas faire, tu perdras ton poste. Et effectivement, elle a perdu son poste. Donc là, c'est très clair, les termes du chantage sont posés. Autre forme de refus, c'est évidemment de dire non. Alors non, tu m'intéresses pas, non, je suis mariée, non, je connais ta femme, non. Et alors, il y a un agresseur qui va dire, non, tu le sais pas encore, là tu dis non, mais moi je le sens. Tu vas finir par... Je sens ton désir. Tu vas finir par aimer ça. Dire que le non est inefficace, le non ne produit pas d'effet. On ne se tient pas le non pour non. C'est pas un vrai non. Comme le dit un agresseur dans un procès-verbal de police, dit « Elle aurait vraiment dit non. Si elle aurait vraiment dit non, sic, parce que les si n'aiment pas les ré, mais je cite le monsieur. Si elle aurait vraiment dit non, je ne l'aurais pas fait. Mais elle a juste dit non. Ok. Donc elle a juste dit non, mais elle aurait vraiment pas dit non. Enfin bon, voilà. Donc non, ça suffit pas. Donc là aussi, on est dans, c'est pour ça que je parlais de ces racines profondes, dans il faut résister. Alors, l'Ancien Régime, c'était jusqu'à la mort. On attend quand même plus tout à fait ça des femmes aujourd'hui. Mais on attend une résistance physique, on attend, et ça, les policiers posent encore la question, est-ce que vous êtes débattu, est-ce que vous avez crié, pour être sûr que vraiment il a bien compris que vous n'étiez pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire au revers de ces questions? Ça veut dire que est inscrite en filigrane dans le droit une présomption de consentement, surtout des femmes, parce que la statistique fait que ce sont les femmes qui sont, dans l'immense majorité des cas, je parle des majeures, victimes de violences sexuelles, 95% par des hommes. Et que donc on a cette vieille exigence de résistance. Donc le refus des femmes et présomption de consentement, ça veut dire que a priori nous sommes d'accord, et que donc si on n'est pas d'accord, il va falloir vraiment le manifester, l'extérioriser d'une façon telle que monsieur qui est construit psychiquement, politiquement, éducativement, comme ayant un droit d'accès et d'appropriation aux femmes, qu'ils comprennent vraiment que là, non, vraiment, je suis pas d'accord. En sachant que moi, dans les situations que sur lesquelles j'ai pu travailler, en général, ils savaient très bien qu'elles n'étaient pas d'accord. C'était juste pas leur problème, en fait. Puisqu'ils sont dans la violence. Quand on est dans la violence, on n'est pas dans la réciprocité. On est dans la prise de l'autre, prise de pouvoir sur l'autre. Et que donc, le consentement de l'autre, en fait, concrètement, on s'en fiche un peu. Pour pas dire complètement. C'est juste pas le sujet. Comme dit un agresseur, de toute façon, je t'aurai. Voilà. Le programme est clairement affiché, clairement énoncé, et il agresse tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc, premier chapitre, les femmes refusent, et elles expriment leur refus de multiples façons. J'ai évoqué la stratégie de résistance physique, la stratégie d'évitement, s'inventer des histoires. J'ai un copain, même si j'en ai pas, enfin tout ça pour essayer d'introduire une concurrence masculine. Je suis déjà prise, j'appartiens déjà à quelqu'un, donc je ne peux pas t'appartenir. Voilà. Donc les hommes n'écoutent pas, n'entendent pas, se désintéressent complètement, ne sont pas dans une logique de tenir compte du consentement ou de l'absence de consentement, mais dans une logique de pouvoir et d'imposer ce qu'ils ont décidé qu'ils étaient en mesure d'imposer aux femmes, en sachant aussi que il ne faut pas qu'ils exagèrent quand même. C'est pour ça que je parle de présomption de consentement. Je parle aussi d'un droit de l'abus quand je parle de droit pénal, c'est-à-dire que les hommes ont un droit d'accès aux femmes qui est quand même modulé. Et le code pénal nous dit, pour la définition des violences sexuelles, c'est que ce soit le viol. En gros, viol sera un acte de pénétration commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Donc, il faut juste éviter de commettre ça avec une violence, contrainte, menace ou surprise. Je vais revenir sur ces 4 termes. C'est ou, c'est pas cumulatif. Et donc, beaucoup vont dire ah oui, je reconnais, oui, je l'ai pénétré, mais j'étais pas violent. Donc je suis pas violeur, parce que le code pénal exige de la violence. Je rappelle que le viol, le fait d'introduire son pénis dans quelqu'un qui ne consent pas, c'est déjà violent en soi. On n'a pas besoin de la tabasser en plus pour que la violence ne soit pas constituée. Mais ça, pas aux yeux du législateur. Dans le 2e chapitre, je présente le droit, justement, tel qu'il existe, et en repartant donc de l'aspect historique. Je disais tout à l'heure, on a coutume de dire que maintenant on a toutes les lois qu'il faut. On parle d'arsenal juridique, c'est l'expression qui est en général employée. Alors oui, on a un beau millefeuille de lois qu'on a surajouté les unes aux autres, qui sont parfois pas très faciles à lire et à appliquer, y compris quand on est avocat ou magistrat. La grande loi sur le viol en France, vous la datez de quand à peu près ? 1980. Donc, mouvance des années 70, des combats féministes des années 70, 1980. Elle fait suite au procès d'Aix. Procès d'Aix, ça vous dit quelque chose ? Non. Alors, procès d'Aix, grand procès, c'est celui qui a été le plus médiatisé, il y en a eu d'autres. 2 jeunes femmes lesbiennes belges vont faire du camping dans les calanques de Sormiou ou Morgiou, enfin, calanques côté de Cassis, Marseille. Montent leur tente. Dans l'après-midi, un jeune homme vient tenter une approche, on dirait. Il est vertement rabroué, ça ne les intéresse pas. Il s'en va, monsieur n'est pas content. Il revient avec 2 de ses camarades, donc ils sont 3, avec le projet de violer ces 2 femmes. Elle résiste, un peu comme la chaîne de Monsieur Seguin, elle résiste une bonne partie de la nuit, y compris violemment, puisqu'il y en a une qui a le marteau pour planter les piquets de tente, qui assomme l'autre, qui saigne et tout ça. Et comme elle est gentille, parce qu'elle a été éduquée gentille à prendre soin de ça, elle lui donne quand même du coton pour qu'il se soigne. Et puis au bout d'un moment, elles n'en peuvent plus, elles arrêtent de résister, et là, elles sont violées, viol collectif, qui dure 2-3 heures. À 6 heures du matin, quand ils sont partis, leur premier réflexe, c'est d'aller à la gendarmerie. La plainte est prise. On est dans les années 70-75, je crois, 74-75. Elle porte des traces de coups sur elle. La violence est établie. C'est renvoyé en instruction pour viol. Et là, la juge d'instruction va dire, non, c'est pas viol, parce que vous avez arrêté de résister. Donc, ils ont pu penser que vous étiez consentante. Et donc, c'est renvoyé pour coups de blessures volontaires. Parce que là, la violence physique, elle est établie. Une première avocate, qui s'appelle Colette de Margerie, se bat en disant non, c'est un viol, elle n'était pas consentante, il y a violence, on est complètement dans le viol avec violence. Elle obtient que ce soit jugé pour viol devant une cour d'assises et non pas pour cause et blessures volontaires devant un tribunal correctionnel. Et puis ensuite, le dossier est repris par Gisèle Halimi, qui en fait, comme elle savait le faire après le procès de Bobigny sur l'avortement, un procès politique qui est très médiatisé, dans lequel il y a beaucoup d'associations féministes qui viennent. Enfin voilà, c'est un moment important. D'ailleurs, je vous conseille de lire les actes du procès d'Aix qui sont parus, je crois que ça vient d'être, ou l'année dernière, ou il y a 2 ans, avant le Covid, réédité en poche, qui s'appelle Le procès d'Aix. Et c'est la sténotypie du procès. C'est vraiment passionnant. Et là, c'est terriblement actuel. Et donc, à ce procès viennent des parlementaires. Voilà. Et à l'issue de ce procès, il y a 6 propositions de loi qui sont déposées en disant c'est pas possible, il faut absolument qu'on revoie notre définition pénale du viol pour ne plus permettre ce genre d'orientation judiciaire. Et donc, on a notre loi du 23 décembre 1980. Alors, on pense que c'est un grand progrès. C'est un progrès. Pourquoi ? Parce qu'avant, le viol, c'était ce qu'on appelait le coït illicite. C'est-à-dire que seul un homme pouvait violer, pas une femme, et seules les femmes pouvaient être violées. Ça ne veut pas dire que le viol n'était pas réprimé, mais il n'était pas réprimé à titre de viol, il était réprimé à titre de crime d'attentat à la pudeur. Donc, c'était un autre crime.
deux crimes équivalents, on avait crime de viol et crime d'attentat à la pudeur. Donc la loi de 80 va permettre de réprimer le viol, quel que soit son auteur, homme ou femme, et quelle que soit sa victime, homme ou femme. Elle va permettre de réprimer aussi tout acte de pénétration sexuelle, ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'était le coït illicite. Illicite, ça veut dire quoi ? Qui est hors du droit, ça veut dire que, par exemple, on va pouvoir réprimer le viol conjugal. 1980. Parce qu'avant, ce n'était pas illicite, c'était licite, ça s'appelait le devoir conjugal. Donc, jusqu'en 1980, le viol conjugal ne peut pas être réprimé, sauf si monsieur commet des actes qui ne conduisent pas à la procréation. Parce que quand même, la fin du mariage, c'est aussi la procréation. Et donc là, il pouvait être poursuivi pour attentat à la pudeur, autre. Quand vous lisez les débats de la loi parlementaire de 1980, c'est très intéressant parce qu'il y a un sénateur qui se rend compte que le viol conjugal va pouvoir être réprimé avec le nouveau texte. Et il arrête les débats, il dit « Attendez, avec ce qu'on est en train de voter là, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'une épouse va pouvoir poursuivre son époux devant un tribunal ?» Et alors là, il y a un autre sénateur qui dit « Mais non, bien sûr que non, t'inquiète, en gros, t'inquiète. » Et puis là, il y a la représentante du gouvernement qui dit « je crains que, d'après les textes, oui, ça devienne possible. » Et il y a à nouveau un autre sénateur qui intervient en disant « Nous faisons confiance à la sagesse des magistrats. Évidemment, ça ne sera pas poursuivi. Passons à des choses plus sérieuses. » Dicta, sic. Et l'histoire a montré que les magistrats n'étaient pas sages et qu'ils ont poursuivi et condamné le viol conjugal. Ça reste une des violences à la fois les moins dénoncées et les moins poursuivies en cour d'assises. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on appelle correctionnalisé, c'est-à-dire que on ne va pas juger, le viol est un crime qui doit être jugé en cour d'assises, ça va être, les magistrats vont le nommer tribunal délit jugé en tribunal correctionnel. Les pénalités ne sont pas du tout les mêmes, les règles de prescription, donc le temps qu'on a pour déposer plainte ne sont pas du tout les mêmes. 6 ans pour le délit, 20 ans pour le crime de viol, pour la prescription. Et peine encourue, 7 ans versus 20 ans, 5 ans versus 20 ans... 10 ans, enfin 15 ans, pardon, mais 20 ans, parce qu'il y a une circonstance aggravante quand c'est le mari qui le commet. Donc voilà, la loi de 80, qui intègre en fait, qui reprend, c'était la partie positive. Maintenant, j'arrive sur le fait qu'on a ces racines qui nous plongent dans l'Ancien Régime et dans tout le droit du 19e siècle. Elle va reprendre cette définition de violence, contrainte, menace, surprise. Alors menace, c'est venu un petit peu plus tard, mais la violence, c'était historiquement, depuis très longtemps, ce qui caractérisait le viol. La surprise, c'est venu en 1857. Dans une affaire qui fait rigoler beaucoup les juristes quand on l'apprend à la fac, qui s'appelle l'arrêt du bas. Arrêt du bas, donc c'est une femme qui dort dans son lit tranquillement, qui est une jeune mariée, nous apprend l'arrêt, et qui, alors qu'elle est en train de dormir, pense que son mari vient de rejoindre son lit. Et donc, devoir conjugal, elle se prête à ce que son mari souhaite. Et puis tout d'un coup, elle se réveille un peu et puis elle se rend compte qu'elle conçoit des soupçons et elle se dit que c'est pas son mari en fait. Et non, parce que son mari est en train de boire à la taverne en dessous et c'est le copain de son mari qui, voyant que le mari était un peu éméché, serait peut-être pas en état de monter tout de suite, a pris la place du mari. Et donc tout de suite, elle crie, et ça c'est très important, ce qui fait descendre au 19e siècle, le père qui habite la même maison, et ils appellent tout de suite la maréchaussée, le monsieur est arrêté, etc. Monsieur n'est pas poursuivi pour viol au départ, puisqu'il n'y avait pas violence. Ah oui, elle dormait. Donc il a juste violé sans qu'elle soit en mesure de résister. Et donc les premiers magistrats disent, donc il n'y a pas viol, puisqu'elle n'a pas résisté. Et c'est la Cour de cassation qui dit, quand même là, elle n'était pas en mesure de dire ni oui ni non. Donc on peut considérer qu'il y a l'élément de surprise. Et voilà, c'est grâce à cet arrêt de la Cour de cassation, donc 1857, l'arrêt du bas, qu'on va admettre que quand on n'est pas en état de dire oui ou de dire non, on a le consentement qui est surpris. Donc toute la jurisprudence du 19e siècle, ça va être quand la femme dort, quand elle est sous hypnose. Il semblerait qu'il y ait eu une grande pratique de l'hypnose au 19e siècle, parce qu'il y a pas mal de jurisprudence de femmes qui sont sous hypnose. Une jurisprudence partagée autour des femmes en situation de handicap mental notamment,
avec un débat autour de bah oui, mais justement, comme elle est handicapée mentale, on ne sait pas si elle veut ou si elle veut pas. Donc par défaut, on va considérer qu'elle est d'accord. Et puis une autre jurisprudence qui va dire bah non, elle est vulnérable, donc on doit la protéger. Et la question qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, c'est pas le sujet. Et ça, la jurisprudence reste encore partagée. Moi, je suis tombée sur une jurisprudence d'une enfant donc mineure, trisomique. Trisomie, ça se voit sur le visage. La vulnérabilité, elle est affichée, qui est dans un camping et qui voit un petit chien. Et donc, qui suit le petit chien. Le petit chien rentre dans le mobil-home de son maître, qui agresse sexuellement cet enfant. Sa défense, c'est elle qui est rentrée dans mon mobil-home. Donc, elle était d'accord. Voilà. Et donc, il a pu se tromper sur l'intentionnalité de cet enfant. Donc, quand je dis qu'on est vraiment on est dans ce droit-là encore, on est complètement. Alors, à chaque fois, on va trouver une jurisprudence qui va être positive, c'est-à-dire que y a des magistrats qui vont poser, alors la violence. Je dirais que c'est l'élément le plus simple, violence physique en général, un petit peu violence morale, mais ça va être surtout de la violence physique. Et quand on lit la jurisprudence qui aboutit à des condamnations pour violence physique, ce sont des violences qui sont fortes, qui sont graves. On n'est pas loin parfois de la torture. On parle de mâchoires qui sont cassées, de bras tordus, la surprise, donc j'en ai parlé. Il y a aussi beaucoup de jurisprudence sur la surprise avec des médecins, qui impliquent des médecins, des dentistes, des gynécos. Beaucoup de gynécos. Oui, ça c'est. Les circonstances font que c'est quand même assez facile de violer une femme qui est déjà dans une position ouverte, les pieds dans l'étrier, n'est-ce pas ? Menace, elle est finalement. Enfin, il y a assez peu de jurisprudence. Alors, ce serait la menace d'une arme, par exemple, mais en général, c'est accompagné de violence aussi. Donc, on trouve souvent les deux éléments ensemble. Et la contrainte, alors la contrainte, c'est le mot qui serait le plus large, y compris sémantiquement. Donc on pourrait se dire, dans la contrainte, on ferait rentrer plein de choses, en fait, plein de situations. Par exemple, la contrainte économique. Tu te soumets au-dessus de des maîtres, avec l'amant, c'est un élément de contrainte économique. Alors on peut dire que c'est aussi une menace, parce que c'est à peine voilé sur le je te licencie. Mais dans tous les cas, ça pourrait être ça. Ça a été reconnu très brièvement par la jurisprudence de un tribunal à Paris. Et ça a été cassé par la Cour de cassation. Et du coup, on n'a plus de jurisprudence économique maintenant, de contrainte économique. Je pense que ça reviendra. Je parle en droit pénal, en droit du travail, mais à la Cour de cassation, ce ne sont pas les mêmes chambres. Donc on a la chambre sociale qui gère tout le contentieux de droit du travail et la chambre criminelle qui gère tout le contentieux du droit pénal. Ça veut dire que l'employeur pourrait être condamné pour les mêmes faits, mais pas l'auteur des violences, parce que ce ne sont pas les mêmes règles de droit qui s'appliquent. Et pas les mêmes magistrats qui appliquent le droit par ailleurs. Et donc, quand on regarde la physionomie de ce qui est condamné, donc des plaintes qui aboutissent à une condamnation pénale, en gros, ce sont les situations qui correspondent au stéréotype du vrai viol, de la vraie victime, de la bonne victime et du mauvais agresseur. Les travaux de Véronique Le Goaziou et puis d'autres ont montré que le mauvais agresseur, il était plutôt pauvre et plutôt étranger. Ça, ce sont les statistiques que l'on a. Je renvoie notamment au livre de Véronique Le Goaziou, Le viol, qui était paru à la documentation française. C'est aussi parce que quand on est CSP+, on a les moyens de se payer des bons avocats, et de se battre pendant toute la procédure, et que donc on arrive à passer à travers les mailles du filet plus facilement. Donc une physionomie très stéréotypée, et ça veut dire que dans beaucoup de situations, le droit ne marche pas. Je reviens à cette notion du droit qui ne marche pas, qui ne s'applique pas, parce que les femmes ne cochent pas les cases. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été victimes de viol ou de violences sexuelles, de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Ça veut dire que le droit tel qu'il est conceptualisé, leur contrainte, leur violence n'est pas suffisamment violente, ou la contrainte n'est pas reconnue comme une contrainte, ou la surprise n'est pas reconnue comme une surprise. Autre exemple d'une décision qui a été beaucoup commentée par la doctrine, donc ce sont les profs, principalement les sachants du droit, qui commentent les arrêts rendus surtout par la Cour de cassation.
une jeune femme qui est agricultrice, en Bretagne, qui se voit confier la rédaction pour Ouest France des pays, vous savez, les pages pays. Donc elle est super contente parce que c'est un plus dans sa vie d'agricultrice. Elle est fière d'avoir été... Voilà, elle adore écrire. Ça commence par un harcèlement sexuel de son chef, celui à qui elle remet ses articles. Et du coup, elle comprend bien qu'il n'est pas net, qu'il s'attend à des choses qu'elle ne veut pas du tout, une relation qui ne l'intéresse pas du tout, stratégie d'évitement. Elle vient déposer ses articles très tôt le matin ou très tard le soir, de façon à ne plus le croiser. Donc, ce qui montre bien qu'elle n'est pas intéressée par ce type de relation. Et du coup, c'est lui qui vient chez elle. Et là, elle est très surprise, c'est son employeur, elle le laisse rentrer chez elle. Ah bah oui. C'est un peu ce qui se fait dans nos codes sociaux, quand quelqu'un sonne à la porte et que c'est votre patron, vous ne le laissez pas sur le pas de la porte. Mais si, elle aurait dû le laisser sur le pas de la porte, en fait. Donc elle aurait dû avoir le pouvoir de dire non à son employeur, de déconstruire son éducation qui fait qu'on ne laisse pas les gens dehors, enfin tout ça. Et il la viole chez elle. Et alors effectivement, il lui use pas de violence, pas de contrainte, il dit pas de toute façon sinon tu perds ton boulot, je te retire tes articles, il dit rien, juste il la viole. Et elle a cette expression qu'on retrouve dans mon CPV d'audition, je suis tombée des nues, ce qui montre bien qu'elle était en état de sidération, elle s'y attendait tellement pas que elle a été dans l'incapacité de réagir au moment où il lui imposait ce viol. Et alors, viol correctionnalisé, ça a duré, c'était Dallas cette affaire, première relaxe, condamnée par la cour d'appel, donc pour agression sexuelle, ça passe en cour de cassation, et là la cour de cassation dit attention, il ne faut pas confondre la surprise comme stratagème utilisé par l'agresseur de la surprise ressentie par la victime. Donc la cour de cassation lui dit non, il n'y a pas surprise. Parce qu'elle a pu ressentir de la surprise, mais lui, il n'a pas exercé un stratagème qui conduisait à de la surprise. C'est byzantin. Et ça, c'est une jurisprudence qu'on trouve dans tous les manuels de droit pénal. Donc tous les juristes apprennent, les avocats, les magistrats, attention, c'est une fausse surprise. La surprise ressentie par la victime est une fausse surprise. Donc ça ne compte pas comme un des 4 éléments, violence, contrainte, menace ou surprise. Donc ça conduit à des relaxes, ou à des classements sans suite, ou en tous les cas un non-suivi dans la chaîne pénale. Donc dans la critique que je pouvais faire de ce droit, c'était donc, si je récapitule, parce que je suis la reine des digressions, c'est en filigrane la présomption de consentement qui est inscrite, ça c'est très important, une physionomie du contentieux qui correspond aux idées reçues que l'on peut avoir sur ce qu'est un vrai viol, une vraie victime, un vrai agresseur. Et puis, alors après ça, je passe au chapitre 3. Là, je me suis attachée plus particulièrement à la question véritablement du consentement, puisqu'effectivement, le consentement, c'est la pierre d'angle de la stratégie de défense des agresseurs. C'est number one des défenses, quoi. Elle était consentante. Elle était d'accord. Elle était consentante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les victimes ne parlent jamais de consentement. C'est un mot qu'elle n'emploie pas. Elle dit « j'étais pas d'accord, il m'a forcée ». Mais elle ne dit pas « j'étais pas consentante ». C'est vraiment un mot des agresseurs. Elle était consentante. Et en général, il suffit qu'ils disent ça, ça passe assez facilement. Enfin, ah bon, elle était consentante. Ou alors... Et d'ailleurs, elle était contente. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé violence, contrainte, menace, surprise. Vous voyez bien. Si véritablement elle n'avait pas été consentante, elle aurait résisté. Donc, j'aurais dû utiliser la violence pour la contraindre, malgré tout. Et donc, elle était consentante. Et par ailleurs, on se rend compte que le consentement, dans un système libéral, c'est aussi le terme qui est toujours avancé pour légitimer l'oppression des femmes. La GPA, la prostitution, le viol. À chaque fois, on va avancer le consentement. Alors moi je suis féministe abolitionniste, donc je vois exactement la même mécanique politique de l'usage du consentement pour légitimer une oppression.
Et alors là, il y a un autre livre. Il y a plusieurs féministes qui ont travaillé sur ces questions-là. Pour les politistes, il y a Carole Patman, Le contrat sexuel, que j'ai trouvé très intéressant, notamment le chapitre 7 sur la prostitution, qui est passionnant. Mais aussi parce qu'elle a écrit un article qui est en ligne, libre d'accès, Sexual Consent and Law, je crois. Il n'y a pas... Enfin bref. Ce que j'ai trouvé très intéressant, alors moi je suis pas politiste et je n'ai pas de culture non plus particulièrement de philosophie politique, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez accessible, c'est qu'elle montre comment pour les théoriciens du contrat social initial, donc celui dans lequel on a appris sur lequel la démocratie s'est fondée, ils ont eu un problème avec les femmes. Parce que les femmes n'étaient pas citoyennes, elles n'étaient rien en fait, elles n'avaient pas de statut. Donc. Et d'un autre côté, c'était quand même la moitié de l'humanité. Donc ça faisait pas très sérieux de faire un contrat social, incluant tout le monde. Bon, on pouvait enlever les enfants, ok, mais les femmes quand même. Du coup, il y a eu des théories pour dire, finalement, ok, on va dire qu'elles ont un consentement tacite. Et le consentement tacite, c'est la présomption de consentement. C'est aussi, elle a rien dit. Donc on le retrouve. Et elle fait une filiation entre comment, historiquement, les femmes ont été, tout en étant exclues du contrat social, on a fait une fiction de consentement pour les femmes. Et cette fiction, je la retrouve dans la façon dont... pour moi, c'est l'équivalent, c'est la présomption de consentement qui est posée en filigrane par le droit. Et donc, alors il y a elle, il y a Nicole Claude-Mathieu dans les lectures qui ont beaucoup compté pour ce troisième chapitre. Nicole Claude-Mathieu, c'est une... elle se définit comme quoi, un peu ethno, un peu socio, un peu tout ça, anthropo, ouais. Qui a écrit un article, un livre, et dont un chapitre qui s'appelle « Céder n'est pas consentir », où elle réfléchit à qu'est-ce que c'est de consentir en situation de domination. Oui. Est-ce que vous répétez son nom, s'il vous plaît ? Nicole Claude, c'est son prénom. Mathieu, c'est son nom. Merci. Et moi, le céder n'est pas consentir, je l'avais tellement vu parmi les victimes, où effectivement, une victime, à la fin, elle finit par... parce qu'elle ne peut pas perdre son travail, par céder, parce qu'elle ne voit pas d'autre issue, en fait. Et évidemment, plus on est précaire, plus on est vulnérable, plus on va être amené à céder, parce que c'est la seule voie de sortie que l'on a, qui n'en est pas une. D'ailleurs, elle la voit comme une voie de sortie, en disant une fois, il va se calmer. Le problème, c'est qu'il ne se calme pas, en général. C'est un mauvais calcul, par ailleurs. Donc, elle continue à être agressée. Et souvent, les femmes qui étaient agressées le plus longtemps, parce que je crois que la victime que j'ai accompagnée qui avait le plus longtemps de violence, c'était 10 ans. Pendant 10 ans, elle était victime c'était dans un institut catholique, par le directeur de l'institut, parce que sa fille était aussi scolarisée là, qu'elle élevait seule sa fille, et qu'elle se disait, grâce à ça, elle a une bonne éducation. Et donc, si je parle, je perds mon boulot, je perds mon logement, et ma fille n'est plus scolarisée. Et donc, elle a subi pendant 10 ans. Avec en plus un passé de violence sexuelle. Enfin bon, ce sont des personnes qui sont vulnérables. De toute façon, quand on ne comprend pas comment les personnes font pour subir aussi longtemps, c'est qu'il y a des passifs de violence antérieure qui sont en général très costauds, que les personnes ont été déjà très abîmées et que les agresseurs ont très bien su repérer aussi les vulnérabilités des victimes, que ce soit des vulnérabilités anciennes ou des vulnérabilités précarité, voilà, être sans papiers, être seul revenu dans une famille, enfin tout ça sont des précarités qui sont très bien repérées par les agresseurs. Et donc je questionne. Alors et dernière personne qui a compté aussi dans les lectures, c'était Muriel Fabre-Magnan et son livre, donc qui est elle juriste, son livre L'institution de la liberté qui est sorti au PUF il y a 2-3 ans, qui est aussi que je trouve aussi passionnant sur ce sujet-là. Et donc, je distinguais entre deux formes de consentement. Le consentement libéral, qui est cette espèce de consentement tacite où on dit oui, mais où à aucun moment les rapports de pouvoir ne sont pris en compte, que j'oppose à un consentement positif. Et l'équivalent, ce serait l'accord volontaire, je ne suis pas arrêtée, je ne suis pas bloquée sur le mot de consentement positif. Il se trouve que c'est celui qui existait notamment dans une littérature canadienne sur ce sujet-là. Et donc c'est celui que j'ai repris, mais je ne suis pas... Voilà.
j'ai pas une position arrêtée sur le terme. Et donc j'opposais les deux. Chapitre 4. Et ben, si on faisait ça en France, si on s'intéressait à définir dans le droit pénal un consentement positif, si on revoyait notre approche des violences sexuelles pour y intégrer un consentement positif. Et là, je me suis appuyée beaucoup sur le droit comparé, puisque notamment le droit canadien, qui a été, à ma connaissance, le premier pays qui a intégré dans son code criminel en 1992 cette définition du consentement positif, donc qui est l'accord volontaire donné à la personne dans certaines circonstances. Et donc, il y a toute une liste qui n'est pas exhaustive dans le code criminel qui dit ça n'est pas un consentement valable. Par exemple, la personne était sous emprise d'alcool. Par exemple, le consentement a été formulé par un tiers. Il y a une jurisprudence comme ça en Angleterre où un homme prête sa femme à ses copains en disant si, allez-y, elle va dire non, mais c'est normal, c'est un jeu sexuel, mais allez-y quand même. Du coup, messieurs y vont. C'est un viol, et puis en défense, devant le tribunal, ils vont dire mais si, on savait qu'elle était d'accord parce que son mari nous avait dit qu'elle dirait non, donc nous on pensait que c'était le jeu. Donc défaut d'intentionnalité, puisque eux ils ont vraiment cru que c'était un faux non en fait. Voilà, ça marcherait pas. En droit criminel ça marcherait pas. Il faut que le oui émane de la personne. Ça peut pas être le mari qui dit oui pour sa femme, par exemple. Par exemple aussi, rapport de pouvoir, rapport d'autorité. Ça va être pris en compte pour apprécier la validité d'un oui qui aurait été éventuellement formulé. En sachant que la personne qui initie un contact a l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, juste parce qu'elle a souri, considérer qu'elle est d'accord, par exemple. Je ne sais pas si vous aviez vu le documentaire de Delphine Dilly, donc Sexe sans consentement. Il y a une séquence où on interroge des jeunes hommes. C'est dans un festival de musique, je crois, quelque chose comme ça. Où ils sont plus ou moins dans une atmosphère festive. Et donc il y a un jeune homme qui est interrogé sur vous, comment vous savez qu'elle était consentante, que la fille est d'accord. Alors il dit moi j'ai un truc. Et donc il appelle net, le remettage de cheveux. Donc, quand une femme fait ça, ça veut dire qu'elle est d'accord. Marge de progrès, pour s'assurer du consentement. Ça ne rentrerait pas dans les mesures raisonnables que demande le code criminel canadien. Et donc le Canada a été le premier pays à faire ça. Il a été suivi par une quinzaine de pays, plutôt dans le monde anglo-saxon. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2018, la Suède a intégré cette définition positive du consentement. Pourquoi est-ce que ça change ? Parce que la Suède est un pays qui a à peu près le même système juridique que nous, système de droit écrit, non pas jurisprudentiel comme dans les pays anglo-saxons. Et alors, j'ajoute quand même que tous ces pays-là dont on parle, ils ont tous les mêmes règles de présomption d'innocence. Enfin, on a à peu près tous les mêmes règles de droit et de preuve. On ne se singularise pas particulièrement parce qu'on est un pays de droit écrit. Et donc la Suède l'a fait, et moi je ne lis pas le suédois, donc je ne suis pas en mesure d'apprécier directement la jurisprudence, mais il y a eu un article dans Le Monde il y a un an, en 2020, disant que depuis l'adoption de cette loi, les condamnations pour viol ont augmenté de 70%. Ce qui montre que quand on change le droit, on a aussi un effet derrière sur la prise en compte judiciaire de ces réalités de violence. Et puis en ce moment, vous avez l'Espagne qui est en train de modifier son texte. Alors difficilement, parce qu'il y a une forte résistance du Parti populaire et de Vox, donc les deux partis d'extrême droite en Espagne, qui ont demandé ni plus ni moins que le retrait complet du projet de loi. Donc, les dernières infos, c'était il y a un mois, ils en étaient là. Voilà. Par ailleurs, on est dans un système de droit maintenant qui dépend du droit européen et du droit international. Et là, le droit européen est très clair. Nous avons ratifié la Convention d'Istanbul, qui est une convention sur les violences, donc émanant du Conseil de l'Europe. Un Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne. C'est une autre instance. C'est l'instance qui gère, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne de sauvegarde
les droits de l'homme, les droits humains. Et donc, dans cette Convention d'Istanbul, l'article 36.2 nous dit le consentement doit être défini comme l'accord volontaire de la personne apprécié en fonction des circonstances environnantes. Donc, nous avons signé, ratifié cette convention. Donc, normalement, nous devrions adapter notre droit à nos obligations européennes. En général, ça prend 20 ans. Mais ça veut dire qu'on a quand même cet axe juridique obligatoire. On n'a pas émis de réserve. Quand on signe un traité international, on peut le signer en disant « Bon, alors je signe en général, mais j'émets des réserves sur tel article ». Là, la France a ratifié sans réserve. Donc, normalement, nous sommes tenus par ce texte. Et d'ailleurs, le Grevio, qui est l'organe qui veille à l'application de cette convention, a fait sa tournée d'inspection de la France il y a 2 ans, a remis son rapport, et dans lequel elle pointe que la France n'est pas en accord avec cette disposition. Voilà, ça c'est pour la nécessaire modification du droit français. Et c'était donc le chapitre 4 et le chapitre 5. Et voilà, il faut que je me brouille. Le chapitre 5, c'est sur les mineurs. Je l'ai mis volontairement à part. Jusqu'à présent, je ne travaillais pas sur les mineurs. Je mettais tout de côté dans mon ordi parce que je trouvais que c'était trop dur. Vraiment, la lecture de ce que les adultes étaient en mesure de faire, enfin faisaient parfois à des bébés, me révulsait tellement que je me suis protégée. J'ai pas travaillé sur les mineurs pendant très longtemps. Et puis, faut dire que le droit à la définition du viol, c'est la même pour un majeur ou pour un mineur. C'est-à-dire quand je vous dis quand je vous dis qu'il fallait pour un mineur aussi prouver qu'il fallait violence, contrainte, menace, surprise, ça s'appliquait exactement de la même façon pour les mineurs. Alors, ce qui quand même posait un petit problème, on a eu une affaire où un oncle avait agressé ses neveux et nièces qui avaient 18 mois, 3 ans et 5 ans. Alors, c'est sûr, 18 mois, franchement, violence, contrainte, menace, surprise, pas besoin, on est d'accord. Donc non, il n'y avait pas ces éléments-là, et donc, non. Et c'est la Cour de cassation qui casse, là aussi, qui dit, quand même, et la phrase, c'est, il n'était pas en mesure de comprendre ce qui leur était imposé. Ah oui, 18 mois, on porte des couches encore, 18 mois. Et donc, ça veut dire... Alors là, la doctrine a dit « Oh là là, quel progrès !» Je dis « Mais les gars, on atterrit. L'aîné a 6 ans, 5 ans. Ça veut dire qu'à 6 ans, on n'est plus protégé, à 7 ans, on n'est plus protégé. Voilà. Jusqu'à 18 ans, on n'est pas protégé. » Et il y a eu tout un collectif d'associations protection de l'enfance et féministes, qui était assez rare pour le souligner, puisqu'en général, ce sont 2 mondes qui se côtoient assez peu, qui depuis longtemps réclamaient ce qui est un interdit légal qui soit posé de sexualité entre adultes et mineurs de moins de 15 ans. Donc, quand on dit mineurs de 15 ans, c'est de moins de 15 ans. Ça a failli passer en 2018, le Conseil d'État s'y opposait, et c'est revenu en 2021. Notamment grâce à l'affaire Matzneff et puis à tous les scandales dont on a dans les médias beaucoup parlé, ce qui se passe dans l'Église, etc. Où là, enfin, nous avons un interdit légal qui a été posé, donc la loi du 21 avril 2021, où est nécessairement un viol s'il y a pénétration ou une agression sexuelle, tout contact sexuel d'un adulte avec un mineur de moins de 15 ans. Monsieur Dupond-Moretti a quand même rajouté un amendement dans lequel il a posé une dérogation à condition qu'il y ait 5 ans d'écart d'âge entre la victime et celui qui est mis en cause. 5 ans d'écart d'âge, ça veut dire que, par exemple, un jeune de 19 ans peut imposer des relations sexuelles à une mineure de 14 ans et demi sans tomber dans cet interdit légal, puisqu'il y aura moins de 5 ans, moins de 5 ans d'écart d'âge. Et voilà, il suffit de regarder des ados. Je rappelle que 14 ans, 15 ans, on est encore au collège, on n'est pas encore au lycée. Donc, il suffit de regarder la maturité d'un ado ou d'une ado au collège, comparé à un jeune homme 18-19 ans, pour voir que ce sont juste 2 mondes qui normalement ne se côtoient pas. Et donc de poser cette exception comme la norme, parce que c'est ce qu'on dit. Je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir un ou une ado très en avance qui tomberait éperdument amoureuse ou amoureux d'un jeune de 18 ans plus un jour. Ça arrive. Mais on ne fait pas des lois pour le 1% qui arrive. On fait des lois pour la majorité. Or, la majorité a besoin d'être protégée contre
l'attention sexuelle violente de jeunes adultes. On sait que les violences entre mineurs, c'est 50% du contentieux. Les violences sexuelles entre mineurs, aujourd'hui, dans les tribunaux, c'est 50% du contentieux. Donc en plus, c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper. C'est-à-dire quels moyens on se donne pour diminuer ces violences-là. Par ailleurs, au moment où c'était voté, j'intervenais dans un lycée professionnel, et donc je leur ai donné les termes du débat. Je dis, voilà, je leur ai fait lire l'amendement, voilà ce qui était posé, on a travaillé à l'amendement. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors elles étaient en terminale, c'était une majorité de filles, elles disent, madame, mais c'est dégueulasse. Mais on est des bébés quand on est au collège. Évidemment, en plus, elles sont grandes, elles sont en terminale. Et donc pour elles, c'était complètement stupide, enfin c'était même... c'était dégueulasse, hein, je reprends leur thème. En sachant que quand il a déposé son amendement, normalement les amendements, quand on les dépose, sont un minimum fondés, sourcés, on explique pourquoi, sur quoi on se base. Là, il n'y a rien. Il s'est juste posé, moi je ne suis pas le censeur des amours adolescentes. Je ferme les guillemets. Et ça, voilà, ça a suffi comme justification pour poser cette exemption, cette dérogation à l'interdit légal. Donc je pense que c'est une mise en danger des mineurs de moins de 15 ans. Et qu'il va falloir revoir. Faut retourner devant le législateur pour faire sauter cet amendement. Je précise qu'il y a aussi dans la loi du 21 avril 21 une extension de la protection des enfants victimes d'inceste. Voilà, j'ai été trop longue. Merci. Alexia, ouais. Bien. Ok. Du coup, j'ai quelques questions, mais vous avez répondu à celles que j'avais préparées, donc je les prépare d'autres. Du coup, moi déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est justement l'espèce de manuel, ou en tout cas le décryptage que vous faites de la manière dont fonctionne le droit. Et que je trouve très intéressant parce que justement ça vient... on comprend un peu mieux ce qu'on pourrait trouver comme complètement injuste quand il y a des cas qui sont présentés et pour lesquels on peut se dire c'est évident que c'est un viol, voire même pour lesquels la victime peut penser évidemment la justice va reconnaître ma qualité de victime. Et quand on voit, en fait, donc notamment à la fin dans le lexique, vous montrez bien que pour les éléments constitutifs d'une infraction, il faut qu'il y ait donc un élément légal, donc le fait que... il faut une loi, un texte. Voilà, que le texte existe, enfin que ça soit mentionné, l'élément matériel, donc du coup qu'il y ait des éléments qui prouvent, qui rentrent dans la manière dont la loi a été écrite, mais surtout l'élément intentionnel. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à prouver quand justement la défense est, soit je m'étais pas rendu compte, soit en tout cas dans aucun cas je n'ai voulu la violer, je ne voulais pas lui faire de mal, et c'est quand même beaucoup la défense aussi qui Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est que ces trois éléments-là doivent être présents. C'est pas deux, c'est pas un, c'est les trois, pour que le viol puisse être véritablement reconnu, voire même, reconnu. En tout cas, que la plainte puisse être instruite pour viol. Sachant aussi que si jamais on porte plainte pour viol, mais que on peut pas porter plainte pour on peut porter plainte pour viol et on peut nous dire non, c'est une agression sexuelle, mais comme vous avez porté plainte pour viol, et du coup vous n'êtes pas reconnu du tout. Non. Alors, nous, en tant que victime, on n'est pas censé connaître le droit. Donc, on va dénoncer des faits. Quand on se présente au commissariat ou à la gendarmerie, la personne arrive en disant voilà, j'ai été victime de ça. C'est pas à la police ou à la gendarmerie de ce qu'on appelle qualifier les faits. Lui, il est là pour enregistrer les faits. Bon, évidemment, il va tout de suite savoir, acte de pénétration, juridiquement, ça va entraîner une qualification de viol. Donc, il va ouvrir, quand il va appeler le parquet, le procureur ou la procureure de la République, il va dire bon, j'ai un viol. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans une procédure criminelle qui n'est pas la même qu'une procédure délictueuse, qui est jugée par le tribunal correctionnel. Ça donne beaucoup plus de moyens.
Et ça conduit à la saisine d'un juge d'instruction, d'un ou une juge d'instruction. C'est ce juge qui va qualifier juridiquement. Si c'est pas un viol, si c'est une agression sexuelle, par exemple, simplement, ce sera le parquet qui va qualifier et qui va apporter les éléments de preuve. En fait, l'accusation, elle est portée par le procureur ou la procureure de la République. C'est pas aux victimes. Les victimes, évidemment, elles ont intérêt à donner le maximum d'éléments parce que c'est ce qui permet au procureur de faire son travail ou à la police, gendarmerie de faire son travail. Mais l'accusation, la charge de l'accusation et de la preuve, elle porte sur les épaules du parquet ou du procureur. Quand on dit parquet, c'est pareil que procureur. Donc effectivement, il va falloir prouver que mon élément matériel, qu'est-ce que ça va être ? Agression sexuelle, ce qui distingue avec le viol, c'est la pénétration. Donc soit je suis dans une situation de pénétration, soit je suis dans une situation où il n'y a pas, et dans ce cas, c'est agression sexuelle, attouchement sur les parties connotées sexuellement des personnes. Donc, on peut dire rapidement, c'est très géographique. Pour les femmes et les hommes, c'est baiser forcé. Pour les femmes, sein, sexe, fesses. Et pour les hommes, sexe et fesses en plus du baiser forcé. Donc, attouchement là égale agression sexuelle. Main aux fesses égale agression sexuelle. Ce que beaucoup n'ont pas complètement saisi. Allez, ma cocotte, pousse-toi de là. Non, Coco, c'est une agression sexuelle. Et donc, ça veut dire, par exemple, quand on va correctionnaliser, quand on passe d'un viol à une agression sexuelle, ça peut être que on ne veut pas que ça aille en cour d'assises parce que ça coûte trop cher, parce que ça prend trop de temps, parce que tout ça, la correctionnalisation, c'est un sujet en soi. Ça peut être aussi que on n'a pas d'éléments de pénétration. Par contre, on a un témoin direct de l'agression sexuelle, parce qu'il y a eu les deux. Du coup, on va garder l'agression sexuelle. Et on va poursuivre pour agression sexuelle. Sur le lieu du travail, on a souvent agression sexuelle et harcèlement sexuel. On a les deux infractions, en fait. Ce ne sont pas les mêmes agissements. Et du coup, on va garder lequel ? Normalement, il y a une règle de procédure qui dit on prend la plus élevée des infractions. C'est pas comme aux États-Unis, on cumule pas. En France, on peut pas être condamné à 100 ans de prison. On prend la plus élevée, c'est la règle de procédure. Sauf que, comme par hasard pour ce contentieux-là, en général, il y a plutôt une disqualification, c'est-à-dire qu'on va plutôt prendre la moins élevée. Donc alors que l'agresseur pourrait être poursuivi pour agression sexuelle, il va être poursuivi que pour harcèlement sexuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu une abrogation du délit de harcèlement sexuel en 2012. Le Conseil constitutionnel avait abrogé puisque la définition n'était plus assez précise, etc. Et l'homme qui est à l'origine de cette abrogation, qui avait dit, qui était condamné pour harcèlement sexuel, il est allé devant la Cour de cassation en disant « Ah non, mais alors, ancien maire, un homme, je crois qu'il était même... Est-ce qu'il était ancien avocat ? Il me semble, mais ça sera à vérifier. Moi, je n'avais pas compris que c'était du harcèlement sexuel ce que je faisais. En fait, c'était harcèlement sexuel et agression sexuelle. Donc déjà, il avait bénéficié d'une clémence de la justice qui ne le poursuivait que pour harcèlement sexuel. Il arrive devant la Cour de cassation, il dit « Non, je n'avais pas compris que c'était du harcèlement sexuel. La loi n'est pas assez claire. Or, dans l'élément légal, il faut qu'il y ait une loi, certes, mais il faut aussi qu'elle soit intelligible. Si elle n'est pas suffisamment claire, ça ne remplit pas l'élément légal dont tu parlais tout à l'heure. La Cour de cassation dit oui, effectivement, le texte n'est pas très clair. Je le renvoie devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit non, la loi n'est pas claire. J'abroge. Plus de texte de loi, plus de harcèlement sexuel. Toutes les procédures en cours à la poubelle, dont certaines étaient engagées depuis des années. Et 2012, on a une nouvelle loi. Ça a été un mal pour un bien, parce que du coup, on a une loi qui est nettement mieux rédigée que ne l'était la précédente. Et du coup, ce monsieur, il est plus poursuivi pour harcèlement sexuel, et donc, il se trouve que c'était pas prescrit, il a été poursuivi pour agression sexuelle, puisque à l'origine, c'était pour agression sexuelle que la plainte avait été. Il a été condamné pour agression sexuelle. Donc voilà, c'est l'arroseur arrosé. Non seulement il nous a permis d'avoir une meilleure loi, mais en plus, il a quand même été condamné plus sévèrement. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur... donc, c'est pas la police, c'est pas la victime, c'est pas la police qui qualifie, ce sont les magistrats. Et ils peuvent qualifier, ils ont plein d'infractions, parce que là, on a parlé des 3 principales, mais maintenant, on a la contravention d'outrage sexiste qui a été votée en 2018. C'est ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Il y a éventuellement l'injure qu'on peut retrouver souvent dans les dossiers. Donc, en fait, on a toute une palette d'infractions qui peuvent se cumuler. Donc, on peut être condamné sur différents motifs. Et l'une n'exclut pas l'autre.
Mais du coup, l'une des questions aussi que j'avais, c'est justement par rapport au fait que, notamment, nul n'est censé ignorer la loi, et pour autant, du coup, on se rend bien compte que derrière les textes de loi, en fait, ça ne s'applique pas texto. Enfin, voilà, il y a ces autres éléments-là à prendre en compte. Donc, est-ce qu'il y a une véritable... Enfin, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a une volonté de la part de ce dispositif de justice de justement maintenir une forme de flou dans son fonctionnement, de sorte à ce que eux seuls, les seules personnes qui rendent compte de la loi puissent définir, à quel point il peut y avoir aussi une volonté de garder opaque, comme on peut garder opaque un consentement ou un non-consentement sans en expliciter les actes, notamment pour aussi garder une position dominante sur la manière dont sont construits les textes de loi en gros, juste pour simplifier, pourquoi ces éléments-là, justement, ne sont pas connus des personnes qui ne s'intéressent pas forcément directement à ça? Alors, ça, c'est la culture juridique que nous n'avons pas en France, globalement. Je pense qu'on est très, très, très éloigné du droit. Après ça, la façon dont il est appliqué, à partir du moment où on ne déconstruit pas nos idées reçues, ça c'est vrai quel que soit le domaine, ce serait vrai pour le racisme aussi par exemple, où on ne s'interroge jamais, on ne donne pas de nous interroger, y compris dans les études de droit, mais dans le cursus des formations des policiers ou des magistrats, c'est pareil. C'est depuis cette année ou l'année dernière qu'enfin ils se sont dit qu'il fallait quand même avoir un module sur le viol et les violences sexuelles un peu plus costaud. Enfin, les cours d'assises, c'est 50% de contentieux de violences sexuelles. Je sais pas, imaginons que sans rapport avec l'actualité, tout d'un coup il y avait une maladie qui émergeait. Tout le monde se formerait à cette maladie en médecine. Dire vite, il y a une urgence. Là, on a 50% du contentieux qui sont des violences contre majeurs et mineurs sexuelles. Et on ne se donne pas le moyen de former les juristes à cette réalité-là, ce qui est quand même assez incroyable. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas formés, ils vont reproduire leur représentation sociale, et donc ils ne vont pas intentionnellement forcément occulter ça, ils ne vont juste pas voir que ce qu'ils font dans leur pratique professionnelle est biaisé, et donc n'est pas professionnel, parce qu'on attend quand même, dans la charte de la police et dans le serment des magistrats, il y a l'impartialité. Or, si on a le cerveau... empreint de sexisme, on n'est pas impartial, c'est pas vrai. Les magistrats aussi disent à l'audience, mais pourquoi vous n'avez pas? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous ne lui avez pas mis une claque? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et ça, c'est du stéréotype. C'est une absence de formation professionnelle. Alors après ça, certains magistrats sont très clairement des machos, qui sont là pour veiller à un ordre établi, très clairement. Ils sont quand même en réduction. Je les voyais beaucoup, j'en voyais beaucoup plus il y a 20 ans dans les tribunaux. Maintenant, ils osent moins. Le mouvement MeToo a aussi permis à ceux qui sont ce que j'appellerais progressistes de monter au créneau là-dessus en disant, écoutez, monsieur, votre comportement, vous croyez où? On n'est plus alors là, on retombe aussi sur des stéréotypes du mythe des cavernes. On n'est plus en préhistoire, on ne sait pas du tout comment ils vivaient la préhistoire, mais il semblerait que un homme, ça se tient. Alors voilà, il y a différentes références idéologiques, c'est intéressant d'ailleurs. Il y a le référent catholique, il y a le référent un homme, un vrai galant, il y a le féministe, et on a un peu tout ce qui ressort à travers les discours des procureurs notamment. Dans tous les cas, c'est très facile avec tous ces éléments-là de masquer sous l'absence d'éléments matériels et intentionnels quand on ne veut pas juger, quand on ne veut pas condamner. Sur l'élément intentionnel, effectivement, il ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas consentante. Ça peut passer, hein. Ah oui, effectivement. Et puis après ça, il faut que ça passe en première instance, il faut que la victime fasse appel ou le parquet fasse appel, qu'on passe en appel. Et là, par contre, on dit écoutez, non, quand même, 20 ans de différence d'âge, vous ne le connaissiez pas, ou c'est votre employeur, et quand même, voilà, elle pleure. Conséquence sur la santé, qui est aussi quand même de preuve. Quelqu'un qui va très bien, qui tout d'un coup devient profondément déprimé, sous anxiolytique, le médecin ne comprend pas pourquoi. Enfin bon.
Il y a tout un faisceau d'appreuves. C'est un faisceau d'appreuves est libre d'abord, donc tout est valable en matière pénale. Hein. Donc, si vous enregistrez, c'est valable, c'est un enregistrement qui est valable. Et puis, c'est faisceau d'indices concordants, c'est-à-dire qu'on va prendre absolument tous les éléments. C'est pour ça que la définition européenne que je vous ai citée tout à l'heure parle aussi de circonstances environnantes. C'est-à-dire tout va être pris en compte véritablement pour apprécier la validité de ce consentement quand il est allégué par l'agresseur. Et il y a un moment où non, la preuve est faite que non. Et du coup, j'avais peut-être juste, je sais pas, en termes de temps, j'ai pas... Il est 20. Ok, bon, alors, je vais poser juste une dernière question. Par rapport justement à cette prise en compte du contexte et notamment des rapports de pouvoir qui peuvent s'y jouer, du coup, jusqu'où, alors notamment les pays qui ont mis en place ce consentement positif, ou en tout cas quand les contextes sont étudiés, est-ce que par exemple on pourrait aller jusqu'à considérer que l'hétérosexualité est de fait un contexte de rapport de pouvoir, et auquel cas, un peu comme certaines autrices féministes, peut-être radicales, ont pu démontrer, en tout cas avancer que, en fait, dans une relation hétérosexuelle avec un homme cisgenre, une femme cisgenre, le consentement d'une femme serait quasiment... comment on évalue la liberté quand dans un contexte de domination globale. Voilà, dans des rapports de pouvoir très structurels et qui font que, en fait, finalement, si on pousse tous les rapports de pouvoir, j'ai l'impression que les gens feraient plus trop de sexe. Du coup, si on prend en compte massivement, plutôt que d'aller considérer que des situations, par exemple, où il y a une forte domination économique, avec des gros écarts. Objectivable. Voilà. Est-ce qu'on pourrait aller... Alors, ce serait trop complexe, parce que ça voudrait dire qu'on n'aurait aucune marge de manœuvre aussi, on n'aurait aucune liberté aussi de dire oui. Si on était forcément inscrite dans un système de domination comme étant la partie toujours dominée. Catherine McKinnon réfléchit beaucoup à ces questions-là. Et elle a écrit un article qui s'appelle Le viol redéfini, dans lequel elle dit, elle part un peu du postulat qu'effectivement, il y a une situation de coercition qui s'applique sur toutes les femmes dans la société telle qu'elle est actuellement organisée. Elle dit donc, il faut prendre en compte systématiquement cette situation de coercition. Dans le droit canadien... je vois pas ça, mais par contre, je vois une attention très précise sur la question des stéréotypes. Ce qui est une façon quand même de l'intégrer. Il y a un arrêt, notamment l'arrêt Evenchuk. Alors, les décisions canadiennes, c'est un bonheur de les lire parce que elles font 40 pages, contrairement à la page de la Cour de cassation où il faut vraiment apprendre à être presque devine et à lire entre les lignes. Là, on a tout. On a ceux qui ont rendu la décision majoritaire et on a ceux qui s'y sont opposés. Donc, on a vraiment une balance argumentaire qui est passionnante intellectuellement parce qu'on voit comment les enjeux intellectuels et juridiques ont été posés. On a les références bibliographiques, on a la doctrine. Enfin, on peut vraiment faire un travail de fond. Et cet arrêt Evenchuk, où c'est un homme qui rencontre une jeune femme dans un shopping mall, un centre commercial, pardon. Il se trouve que cette jeune femme, jeune, a déjà un enfant, alors qu'elle n'est pas mariée. Ça fait tâche. Cherche du boulot en plus, précaire. Et donc il lui dit ça tombe bien, moi je suis sculpteur, je cherche quelqu'un pour m'aider à mettre en place mes sculptures. Mon van est juste en face, je vais te montrer mon travail, viens donc. Elle rentre, il verrouille la porte, donc déjà il ne se sent pas très à l'aise. Il lui montre son travail, c'était vrai, il y avait vraiment son travail là, et puis il commence à lui faire un massage, elle dit non. Et lui il reconnaît qu'elle a dit non dans le PV, dans les procès-verbaux. Et puis il continue comme ça, les agressions sexuelles. À chaque fois, elle dit non. Il arrête à chaque fois qu'elle dit non, mais il recommence. Quelques secondes ou quelques minutes après. Et donc, dans un premier temps, il est relaxé en disant, et là, on a un boulevard de stéréotypes. Donc, une jeune femme avec une vie privée sujette à caution, dont la parole donc, peut être mise en cause. Elle avait qu'à pas rentrer, quand même. À quoi peut s'attendre une jeune fille qui rentre dans un lieu fermé? Pourquoi elle n'est pas sortie dès qu'il a fermé la porte? Pourquoi elle ne s'est pas débattue? Pourquoi elle n'est pas criée? Alors, on a toute là. Allons-y.
Et là, la Cour suprême, donc, qui casse cet arrêt, qui condamne Evenchouk, fait une analyse critique féministe, dans tous les cas de déconstruction de tous les stéréotypes qui ont mené à cette décision-là. En disant que faut pas s'attendre des femmes qu'elles soient forcément consentantes, il faut pas que une jeune, alors elle prend en compte le décalage d'âge, prend en compte la situation d'une femme dans une société où les violences sont commises par les hommes, donc la peur qu'elle a pu ressentir parce qu'elle avait tout l'historique, tout le logiciel que nous avons toutes quand on nous a petite fille appris à faire attention, à regarder derrière soi quand on rentre le soir, à mettre des baskets plutôt le soir, voilà, tout ce qu'on nous apprend enfant pour assurer notre sécurité. Et donc ça, c'est repris. Et donc pour moi, c'est une façon d'intégrer cette domination inscrite dans nos relations. Mais c'est comme ça que ça rentre. Ouais, ça me faisait juste penser à cette pas hypocrisie, mais peut-être ce paradoxe de corps qu'on va considérer comme vulnérables peut-être par essence, sans parler des enfants, mais par exemple, justement, voilà, sur soit des corps dont on va supposer que ces personnes-là n'ont pas la capacité à consentir, ou des contextes où on va essentialiser une personne en disant non, là, on n'a pas... Enfin, comment on fait attention à ne pas justement prendre... en considération des stéréotypes qui pourraient... Réduire la personne à un handicap ou quelque chose comme ça. Par exemple aussi, ouais. Alors, mais c'est là on se protège de ça en fait dans la... Ouais, c'est là, il y a pas de c'est du cas par cas. C'est-à-dire que si je prends les violences sexuelles sur des personnes handicapées, alors, soit c'est entre personnes handicapées, et dans ce cas, il va y avoir la question de la responsabilité pénale. Une personne handicapée, souvent, est de toute façon considérée comme irresponsable pénalement, parce que son handicap ne fait qu'elle n'est pas, ne peut pas être jugée responsable. Oui, selon le handicap, bien sûr. Je parle de handicaps mentaux plutôt lourds. Ça, c'est pour les violences entre personnes handicapées, ce qui arrive fréquemment dans les instituts où ils habitent. Soit c'est une personne valide sur une personne dite en situation de handicap. Et là, il va y avoir des expertises à gogo pour voir quel est le degré de conscience que la victime a pu avoir de ce qui lui était... non, pour ne pas nier sa liberté sexuelle, peut-être qu'elle était d'accord, peut-être. Et donc là, ça va être expertise psy, ça va être tout l'entourage, notamment les éducateurs qui s'occupent de la personne, en général, vont être auditionnés pour voir si, dans d'autres agissements de sa vie courante, elle est capable de prendre des décisions, quelle est la nature des décisions et tout ça. Après ça, il y a des situations aussi où on est quand même dans un système juridique de présomption d'innocence, et que donc si on n'arrive pas à faire la preuve de la culpabilité de la personne, donc la preuve de l'élément légal, de l'élément matériel et de l'élément intentionnel, la personne ne sera pas condamnée. Ça ne veut pas dire que il n'a pas imposé des agissements sexuels à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour le condamner pour viol. Et là, il y a eu une décision moi, qui m'a beaucoup interrogée. C'était une jeune femme qui est violée par son voisin, qui a l'âge de son père. Donc, il a une fille de son âge, qui est handicapée mentale, assez sévère. Et alors, lui nie pas les faits, mais sa défense, c'est de dire que, elle est tellement handicapée que personne ne veut d'elle, et donc il lui rend service. Et donc, pour lui, c'est pas un viol. C'est-à-dire que le respect de la personne, juste... Voilà, moi, je suis Superman. Elle peut pas avoir de sexualité, donc je vais lui... Et puis, en fait, je lui rends service. Et il fait ça dans le parking, quand même, entre deux bagnoles, de la résidence. Une vision assez singulière du service rendu, mais bon. Ça passera parce que pas d'intentionnalité. Et donc, alors, ça va quand même aller jusqu'en cour d'assises. Ça veut dire qu'elle a été crue. Enfin, que la police, la gendarmerie, puis la juge d'instruction, puis la chambre de l'instruction ont pensé qu'il devait être envoyé devant un jury de cour d'assises. Et ensuite, c'est le jury de cour d'assises qui a jugé que peut-être que sur l'élément intentionnel... voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. C'est que ça va vraiment être... ce sont des affaires qui sont très complexes à juger, ouais. Je vais te demander là pour laisser... Merci beaucoup. Ce début de discussion, on va prendre pouvoir vous
Romain. Donc, peut-être on peut prendre 2 ou 3 questions. Si ça t'embête pas, Catherine, de prendre un lot. Ah, moi, c'est comme vous voulez. Questions et voilà. Moi, j'avais une petite question, justement. On parlait de changer de droit pour s'adapter à cette question de consentement. Le problème, c'est que des fois, on n'arrive pas jusque-là, en fait, parce que juste à l'étape du dépôt de plainte, ça s'arrête là tout de suite. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi inclure quelque chose, justement, par rapport à cette présomption d'innocence? C'est toujours la présomption que la personne qu'on accuse est innocente et que, du coup, on est menteuse, par exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter quelque chose là-dedans pour qu'au moins, on ait le droit d'aller jusqu'à des magistrats qui vont prendre une décision de si oui ou non c'est un viol, etc. Parce que souvent, c'est arrêté avant même d'arriver au légal. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres, une ou 2 autres questions? Sophie? Ouais. Oui, peut-être sur la question de l'explication de cette difficulté à échanger en France par rapport à, puisque vous êtes dans ces questions de droit comparé, voilà, sans tomber dans du culturalisme, mais encore que on le voit bien dans les arguments de ceux qui défendent le droit D'importuner? le plaisir de la vie. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme hypothèse ou comme preuve? Une autre intervention? Oui, alors je me permets de rajouter, quelque part c'est un peu, c'est pour exemplifier ce que peut-être la question de Sophie, parce que tu disais tout à l'heure que le Conseil d'État s'était opposé au fait que tout contact sexuel qu'un mineur de moins de 15 ans était illégal, et j'aurais aimé savoir quel était l'argument. Ensuite, j'avais une petite question sur les méthodes que tu as utilisées pour ta thèse. Donc, on n'est évidemment pas ici spécialiste des thèses en droit. Et est-ce que tu travaillais uniquement sur... quelle était la teneur des dossiers sur lesquels tu travaillais? Est-ce qu'il y a eu des entretiens avec les personnes ou pas du tout? Enfin, vraiment, c'est une curiosité sur comment tu constitues ton corpus et tu l'exploites. Et puis, oui... Est-ce que... alors, oui, je voulais que tu puisses éventuellement préciser quels étaient les acteurs qui collectivement se mobilisaient pour faire changer ce droit. Est-ce que la sphère, la nébuleuse féministe est consensuelle sur ces aspects, puisqu'elle est fragmentée sur bien des aspects, mais est-ce que là, il y a un consensus? Est-ce que, également, il y a spécifiquement des avocats, magistrats, etc., qui se sont constitués comme une sorte de groupe de pression? Parce que tu disais que l'attitude des magistrats eux-mêmes changeait, mais est-ce qu'il y a aussi une alliance avec avérée entre, dans cette mobilisation collective avec des magistrats ou des avocats? Voilà. Merci. Ok, merci. Alors, présomption d'innocence versus présomption de mensonge, est-ce qu'on peut passer... Comment arriver jusqu'au magistrat? La présomption d'innocence ne veut pas dire qu'il y a une présomption de mensonge en face. On l'entend souvent dans le débat public, notamment chez les féministes d'ailleurs. Présomption d'innocence, c'est donc un principe de procédure pénale uniquement, qui dit que tant qu'on n'a pas été reconnu coupable par un tribunal impartial et indépendant, à l'issue d'une procédure équitable, on est réputé innocent. Donc c'est un mécanisme de protection de tout un chacun contre la partialité du droit. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. D'être obligé de faire la preuve, c'est plutôt pas mal de la culpabilité de quelqu'un. Ce qu'on a en revanche, c'est une défiance, alors la pluriséculaire, à l'encontre de la parole des femmes et des enfants en matière de violences sexuelles. On voit bien la différence de traitement quand on va déposer plainte parce que on nous a volé notre sac à main ou notre appart, et quelqu'un est rentré chez nous. Là, à aucun cas, on va soupçonner une fraude à l'assurance d'emblée. Enfin, on va pas dire, elle fait ça pour... Non, dire, pas de chance, on fait venir... et les policiers qui viennent à 2, à 3, et relever, recherche d'empreintes éventuellement si c'est la première fois. Bon, il y a tout un cérémonial qui se met en place dans lequel on ne se sent pas mis en cause.
Or, effectivement, le récit majoritaire des victimes qui vont déposer plainte devant la police ou la gendarmerie, c'est de se sentir mise en cause, à cause de cette défiance. Donc, cette défiance, elle est, je dirais, elle est pluriséculaire, elle est à travers le droit pénal aussi. Le fait qu'il faille prouver absolument violence, contrainte, menace, surprise, c'est un mécanisme probatoire, en fait, de l'absence de consentement. C'est parce que j'arrive à objectiver, à sortir du récit de la victime ou de l'agresseur. Ah bah oui, une violence, ça c'est du concret, c'est du lourd, je peux le prouver, il y a des coups, il y a des bleus, je peux l'attester par un médecin, etc. Ça rassure. Mais les femmes sont des menteuses. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a arrêté d'avoir deux témoignages de femmes pour un témoignage d'homme. On l'a eu dans le droit français, ça. On l'a encore dans le droit de la charia et dans le droit de nombreux pays. Ça montre bien la parole d'une femme est sujette à caution. Donc il y a ça. Le dépôt de plainte, si on regarde les textes de procédure, alors, 1, la police a l'obligation de prendre la plainte. 2, vous avez le droit d'être accompagné par une personne de votre choix ou par un ou une avocate, ce qui se garde bien de dire aussi. Vous avez le droit de demander, pas forcément de l'obtenir, à être reçu par une personne du sexe que vous choisissez, homme ou femme. Ça aussi, alors ils ont le droit de dire ah, désolé, on n'a pas de femme sous la main, enfin elle n'est pas là en ce moment. Ils ont le droit de refuser. Mais dans tous les cas, vous avez le droit de le demander. Et vous avez le droit de dire ah, bah, elle n'est pas là aujourd'hui, je reviens demain, éventuellement. Par ailleurs, si on voit que l'accueil ne se passe pas bien, vous pouvez aussi tourner les talons et saisir la justice en écrivant directement au procureur. Et souvent, on a des cartes de bons commissariats ou de mauvaise gendarmerie. On dit bon, alors c'est même pas la peine d'y aller. Ils sont tous soit réacs, soit hyper sexistes. Donc c'est pas la peine d'exposer la victime à ça. On va faire directement une lettre au procureur. Et du coup, il y a le récit de la victime, élaboré par elle-même, éventuellement relu par un ou une avocate, éventuellement envoyé d'ailleurs par l'avocat ou l'avocate. Et du coup, le procureur reçoit ça et c'est le parquet qui va renvoyer pour enquête complémentaire à la police ou à la gendarmerie, ce qui est pas mal parce qu'il y a un rapport hiérarchique qui est créé. Il doit rendre compte à ses supérieurs, il travaille pour la justice, pour le parquet, et donc ils sont déjà dans un cadre contraint. Ils ne peuvent pas se permettre de dire écoutez, votre histoire, ça ne tient pas debout, vous n'avez pas de preuves, et pourquoi vous n'avez pas, etc. Le procureur lui demande des comptes. Donc ça pose un rapport de pouvoir et de force un peu différent. Donc dans changer le droit, moi je le lis aussi parce que je pense que plus le droit sera clair, imaginons qu'on dise à partir de maintenant vous avez l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour vous assurer du consentement positif de l'autre. Ça veut dire que les questions des policiers, elles vont être obligées de changer aussi, parce qu'ils sont là pour appliquer le droit. Donc ça va plus être « mais comment vous avez résisté ?» Ça va être beaucoup plus charcuté, monsieur, si je puis m'exprimer ainsi, sur, dans tous les cas, le questionner de façon beaucoup plus précise et rigoureuse sur « mais monsieur, comment vous vous êtes assuré du consentement ?» Mais vous me dites qu'elle était complètement dans un état alcoolique, mais du coup, comment elle pouvait consentir ? En sachant que, en droit, imposer une relation, enfin violer quelqu'un ou agresser quelqu'un sous emprise d'alcool, c'est une circonstance aggravante. Contrairement à ce que pensent beaucoup de jeunes qui se disent « Ah ben non, j'étais bourré, je ne savais pas ce que je faisais. » Si, parce que quand vous prenez votre voiture en état d'ébriété, ça vous paraît évident que vous mettez en danger les autres. Ben là, c'est pareil. On n'entame pas une relation d'intimité si on n'est pas complètement maître de sa personne. Ce qui pose beaucoup de problèmes notamment dans les soirées étudiantes. Donc, le droit et son application vont ensemble. On crée... le droit est là pour poser nos repères en termes de relations humaines, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, et donc en découle derrière tout ce que je vais devoir prouver, la façon dont les questions vont être posées. Même si c'est un changement qui peut prendre du temps, hein.
il s'agit aussi de changer des mentalités et des représentations sociales. Donc ça, on sait qu'il faut parfois quelques générations. C'est bon ? Oui, merci beaucoup. La résistance au changement en France. Ah bah oui, en plus, alors surtout en France. Nous sommes le pays des relations hommes-femmes, de la galanterie, du droit de séduire. Tout va bien en France, on le sait bien. Hein. On l'a vu dans la tribune La liberté d'importuner, je pense que c'est à ça que vous faisiez référence. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Sabine Procoris, Le Mirage MeToo. Ah, difficile lecture. On est allé trop loin, on porte plainte pour n'importe quoi. Bon, je rappelle qu'il y a une femme sur 10 qui dépose plainte en moyenne, donc ça va, il y a de la marge dans le n'importe quoi quand même. Et puis aussi, autant le coup aussi des fausses allégations, le chiffre est mondial, c'est intéressant parce que quel que soit le pays, on retrouve à peu près la même fourchette, c'est entre 2 et 8% de fausses allégations. Donc ça veut dire qu'entre 98% et 92%, a priori, ont bien été victimes, enfin dans tous les cas, ne font pas des fausses allégations. Ce qui devrait permettre aussi aux policiers, aux gendarmes de respirer. Dire, bon, a priori, la femme qui vient me voir, elle a vraiment été victime de quelque chose. Maintenant, est-ce que je vais arriver à le caractériser ? Est-ce que je vais arriver à le prouver ? Ça, c'est mon job en tant que policier. Mais c'est pas mon job de mettre en cause la parole de celle que je reçois. Donc nos pesanteurs idéologiques sont très 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 fortes. Ça bouge. On l'a vu au moment de l'affaire DSK, et là je pense qu'il y a un très grand fossé entre nos élites, pour aller vite, et l'opinion publique majoritaire. Au moment de l'affaire DSK, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mouvement a été de soutenir DSK, et ceux qui soutenaient, c'était les gens de pouvoir. C'était la classe politique, c'était la classe médiatique, c'était... Par contre, globalement, les gens disent, attends, il est vieux, il est moche, elle est femme de ménage. Il y avait quand même quelque chose dans le différentiel de rapport de pouvoir qui faisait qu'il y avait plutôt une mise en cause de la parole de DSK dans l'opinion publique majoritaire. C'est pas ce qui nous était renvoyé dans les médias, mais... Alors, là aussi, il y a eu des florilèges très intéressants sur les présupposés, sur ce qu'était un vrai viol, sur France Inter, un vrai viol, c'est quelqu'un qui a un couteau, nous disait Yvan Levaille, un journaliste dont on ne peut pas douter quand même de la culture générale, globalement. Ah bon ? Depuis quand il faut avoir un couteau maintenant pour un vrai violeur ? Donc il y a eu l'affaire DSK, qui pour moi a été un moment assez de clivage assez marquant. Et puis là, on a MeToo qui n'en finit pas dans ses répliques de dévoilement, quel que soit le secteur. Voilà. Tout le monde y passe. On a eu la restauration, on a eu le sport, on a l'église, on a les médias, on a le monde politique. Et donc on voit bien, devant l'accumulation des preuves, je crois qu'il y a quand même, notamment dans les jeunes générations, des trucs qui disent ça suffit, quoi. Non, on ne veut pas être comme eux. Et on le voit dans le renouvellement aussi dans les manifs. En 25 novembre, moi, avant les manifs du 25 novembre, je connaissais tout le monde. C'est toujours les mêmes, que je côtoyais par le boulot depuis longtemps. Maintenant, il y a un renouvellement, l'immense majorité, ce sont des jeunes, avec beaucoup de jeunes hommes. Donc ça montre bien qu'il y a aussi une bascule dans la prise en compte de ces sujets-là. Et ça, moi, je suis très confiante sur le fait que... D'abord, je suis confiante sur le fait que quand on en parle et quand on explique ce que c'est qu'une violence, le traumatisme que ça cause, qu'il y a des prises de conscience qui se font. Je le vois en formation. Surtout les formations un peu longues, donc de 3 jours. Y compris dans des milieux... J'avais fait pas mal de formations dans le milieu de la restauration, qui est un milieu super sexiste, avec des majorités d'hommes. En plus, j'étais dans la hiérarchie, j'avais les lignes, les hiérarchies de chaînes de resto. Et donc, quand j'arrivais dans la salle, ils étaient tous comme ça. Parce qu'en plus, c'était pas sur la base du volontariat, la formation, ils étaient obligés d'être là. Donc vraiment, d'emblée, pas contents d'être là. Avec, au bout des 3 jours, des hommes qui venaient me remercier en me disant, écoutez,
je mesurais pas, et qui se rendaient compte qu'en tant que professionnels, ils étaient passés à côté de comportements de violence. Alors là, notamment un qui me disait, alors c'était un apprenti qui avait toujours un couteau dans son pantalon derrière. Et en tant que chef, il dit, mais pourquoi tu mets ton couteau là? Enfin, les couteaux, ça se range pas là. Et il avait dit, bah, si l'autre m'emmerde encore, je vais le recevoir. Je lui ai dit, ok. Et puis ça s'était arrêté comme ça. Il me dit, mais je me rends compte qu'en fait, il y aurait pu avoir quelque chose, un homicide sur mon lieu de travail dont j'étais responsable. Et ce jeune qui me dévoilait qu'en fait, il était victime de violence. J'ai pas su le protéger. Donc il se rendait compte qu'en tant que professionnel, il était mauvais professionnel. Un autre qui avait fait rentrer sa compagne dans un resto, et sa compagne avait essayé de lui dire qu'elle était victime de harcèlement sexuel d'un collègue. Et il lui avait dit, bah arrête, mais allez, oh, t'es chochotte. C'est moi qui ai renvoyé ma compagne être harcelée. Ah, je suis horrible en fait. J'ai pas voulu entendre parce que je trouvais que c'était pas grave. Et pourtant, elle allait pas bien. Et pourtant, elle me disait qu'elle allait pas bien. Et j'ai pas voulu l'entendre. Donc, quand on explique, il y a toute une part de culture que nous n'avons pas et qu'on se donne assez peu les moyens d'avoir, de déconstruction sur ce que sont les violences, la nuance entre si je fais ça, c'est de la drague ou c'est de la séduction, du harcèlement. Oh, est-ce que je peux rentrer dans l'ascenseur avec vous? Alors, ça va être. Vous allez me déposer plainte contre moi. Ok, c'est très drôle. Youp, on rigole. Bon, on passe aux choses sérieuses. Et donc, il faut former à outrance, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas du tout. Donc, voilà, il faut introduire ces changements de mentalité. Sur le changement du droit, on voit le législateur qui a bougé aussi. C'est particulièrement vrai sur les violences conjugales. On a quand même maintenant... là aussi un empilement, ce que je regrette, de lois qui sont venues prendre en compte sérieusement les violences conjugales, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans. Enfin, de toute façon, la répression des violences conjugales, c'est 1992. En droit, que les violences conjugales soient nommées comme telles, c'est 1992, c'est hier. Avant, il y avait quand même le droit de correction du mari sur sa femme. On part de loin aussi. Hein. J'ai répondu à votre question. Oui et non, c'est-à-dire, donc vous pensez que c'est plus une question de mentalité qui fait que la France a particulièrement du mal à changer? Ah bah, parce que c'est revendiqué comme une culture française. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est à peu près là, c'est qu'on est carrément là. On est content de ce qu'on est. On est content de notre culture d'agression. Donc, on est en train de remonter la pente, hein, progressivement. On voit, et puis j'ajoute que c'est pas parce que, par ailleurs, on a une culture d'égalité. On le voit dans les pays du Nord, hein, où il y a une culture d'égalité qui est plus ancrée, plus ancienne, qui ont des taux aussi de violence. Mais c'est aussi parce que plus on se sent le droit de dévoiler, évidemment, plus on dépose plainte. Plus on a confiance en la justice, plus on dépose plainte. Là, on le voit sur les réseaux sociaux avec notamment les MeToo, où le nombre de femmes qui expliquent, il y a eu un hashtag, pourquoi j'ai pas déposé plainte? Et on voit que une grande part de pourquoi j'ai pas déposé plainte, parce que ça a été l'accueil au commissariat, effectivement. Effectivement, si c'est comme ça, j'ai pas envie de m'exposer. Enfin, parce que le temps de la justice, parce que le coût de la justice, parce que tout ça, on sait très bien que il faut en plus s'exposer socialement auprès de mes amis, auprès de ma famille, auprès de mon milieu professionnel, peu importe, comme étant celle qui a été victime de violences sexuelles. C'est un peu lourd à porter. La victime à vie, hein, c'est marqué là. Alors non, on est victime dans le cadre d'un processus judiciaire, éventuellement psychothérapique. Mais sinon, on se reconstruit et on sort d'un état de victime. On a été victime de quelque chose. On n'est pas victime. On est rendu victime par une violence, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc, ce sont toutes nos normes. Donc il y a les normes sociales, les normes psychologiques, il y a les normes juridiques, et ça marche ensemble. C'est aussi parce qu'on change les mentalités que le législateur va prendre en compte le changement social et va voter une loi sur le harcèlement sexuel. Toubon s'était opposé à voter la loi sur le harcèlement sexuel. Il disait que c'était une demande socialement exacte, mais qui ne pouvait pas être traduite juridiquement. Bien que c'était un peu un paresseux intellectuellement, quand même, parce que de fait, elle a été votée et ça a très bien marché. Bon, il y a que 80 condamnations par an en France, hein, sur 2 millions de femmes actives à peu près dans les statistiques victimes. Mais on voit qu'il y a là aussi du progrès à faire dans le dévoilement. Mais les deux marchent ensemble. Et oui, je crois beaucoup que la question des pesanteurs socioculturelles joue énormément. Énormément. Y compris chez les magistrats.
Alors, le Conseil d'État, je me fais un plaisir de vous parler du Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État, il peut être saisi en amont. Il a un rôle de conseil auprès du gouvernement dans la rédaction des projets de loi. Projet de loi par rapport à proposition de loi. Proposition de loi, ça émane des parlementaires, députés ou sénateurs. Et projet de loi, ça vient du gouvernement. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez des déclarations de M. Macron. Les violences contre les femmes sont une grande cause nationale. Et lui, il est tout à fait pour qu'il y ait un seuil d'âge posé à 15 ans. Donc il avait dit très explicitement, du coup on était plein d'espoir. Arrive cet avis du Conseil d'État en disant « Oh là 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 là, non, ça passera pas devant le Conseil constitutionnel si vous posez qu'un adulte n'a pas le droit, enfin ce sera nécessairement un viol, parce que violation de la présomption d'innocence, ce sera une présomption de culpabilité que vous avez posée, et donc le Conseil constitutionnel va de toute façon censurer la loi. » Je dis, n'importe quoi. C'était... Et là, le gouvernement dit, d'accord, on va pas le faire alors. Et vraiment, moi, dire que j'étais furax, c'était... Et alors, c'est absolument fou. D'abord, on a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que le Conseil d'État dit, d'ailleurs, regardez, la Cour européenne dit ça. Comme par hasard, il se garde bien de citer précisément la jurisprudence de la Cour européenne, qui avait déjà été interrogée par l'Angleterre sur ce sujet-là, puisqu'en Angleterre, il y a cet interdit légal qui était posé depuis longtemps. Et il y a un jeune homme qui avait été condamné pour viol parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec une enfant de 13 ans, et lui devait en avoir 16 ou quelque chose comme ça. Et il y avait cet interdit légal. Il a dit violation de ma présomption d'innocence, je saisis la Cour européenne. Je suis condamné, il suit tous les échelons, parce qu'on doit épuiser toutes les voies de recours interne avant de pouvoir saisir la Cour européenne. Il saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, la Cour européenne dit mais non, pas du tout. Les États sont libres de poser les interdits légaux qu'ils veulent dans leur pays. 2, il y a un objectif de protection de l'enfance qui est très important, et donc au contraire, il faut ces lois-là. Donc en plus, qui donne un visa pour que les États s'emparent de ce sujet-là et protègent mieux l'enfance, les enfants. Donc on était blindés en termes de droits. Donc là, voilà, les résistances. Quelle est la résistance idéologique là ? Parce que je ne peux pas croire que le service juridique n'avait pas identifié cette jurisprudence. Si moi je l'ai trouvée, je pense que eux qui sont 50, ils peuvent aussi la trouver. La résistance est idéologique. Je ne vois que ça, une résistance patriarcale sur le fait qu'il faut pouvoir avoir de la chair fraîche, pour ces messieurs un peu âgés, et que donc on ne veut pas cet interdit légal. Je leur fais confiance sur leurs compétences juridiques, on va dire. Donc ça, c'était l'arrêt. Et d'ailleurs, comme par hasard, en 2018, en 2021, où le problème se posait à peu près de la même façon. Alors, par honnêteté intellectuelle, seul truc, c'est qu'à l'époque, il parlait de présomption de non-consentement, ce qui était débile. On n'avait pas besoin de ça. Là, on a parlé directement d'un interdit légal. Mais dans son avis, le Conseil d'État pouvait écrire, ne parlez surtout pas de présomption de consentement, c'est pas le sujet, il n'y a pas de présomption de consentement ou non de consentement. Personne ne devrait être présumé consentant de toute façon, ni non consentant, c'est pas. Donc ils auraient pu dire, il faut poser un interdit légal. Voilà. Mais ils l'ont pas fait. Et on a perdu 3 ans, ce qui est quand même 3 ans de protection de l'enfance perdus. Donc ça, c'est pour l'avis du Conseil d'État qu'on trouve donc sur leur site. Sur le site d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi 2018. La méthode utilisée pour ma thèse, j'avais déjà tout mon matériel de travail, donc les dossiers pénaux, je les avais. J'avais tout ça. Du coup, c'était plus vérifier mes hypothèses avec des partenaires de travail que je connaissais pour les avoir, pour m'être plutôt confrontée à elles ou eux en tant que policier ou magistrat et tout ça. Et donc, je voulais profiter de ma posture de chercheuse. C'est super confortable. J'aimerais bien pouvoir discuter avec vous parce que ça permet de discuter tranquillement. On n'est plus autour d'un dossier à essayer de pousser ses pions, on est en train de poser des questions. Donc j'ai repris tous mes contacts professionnels, j'ai beaucoup travaillé à partir des dossiers que je connaissais intimement parce que j'ai représenté devant les tribunaux en tant que partie civile de la VFT.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre surtout le volet comment est-ce que les juristes ne sont pas éduqués à ces questions, ça m'a permis d'aller poser des questions à des pénalistes, à des profs de droit, donc ça aussi c'était intéressant. Et puis de passer quelques entretiens avec des avocats ou avocates aussi que j'avais repérés comme étant un peu plus futés sur la matière que la moyenne. Et donc, il m'intéressait de voir comment ils intégraient, comment ils pensaient à leur stratégie judiciaire, comment ils accompagnaient les victimes, est-ce qu'il y avait une défense qui était différente, voilà, comment est-ce qu'ils s'étaient formés au psychotrauma, enfin des questions comme ça très précises que je voulais leur poser. Après ça, la question de la méthode en droit, elle est beaucoup moins importante qu'en sociaux où la question du terrain est fondamentale. Moi, les questions qu'ils nous posent, c'est plus de savoir à peu près où est la jurisprudence et puis d'avoir un équilibre entre les bonnes et les mauvaises jurisprudences. Bon, j'avais pas de mal parce qu'il y en avait assez peu de bonnes. Donc, par ailleurs, c'était un corpus que j'ai constitué depuis 20 ans en fait. Parce que j'ai toujours travaillé, c'était mes outils de travail aussi. Donc, voilà. Par contre, c'était là où j'ai beaucoup travaillé, c'était sur le droit étranger. Ouais. Là, j'ai beaucoup cherché. Et donc, avec les outils, les bases de données juridiques qu'on a quand on est inscrite à l'université, qui c'est très important parce que par ailleurs, elles sont super chères. Donc, si on n'y a pas accès, le commun des mortels n'y a pas accès. Quoi. Quand je dis super cher, c'est vraiment super cher. C'est pas 100 euros, c'est 1000 euros. Donc, c'était confortable pour moi d'y avoir accès. Est-ce que ça répond sur la méthodo c'est quand même sérieux, hein. Faut pas croire qu'on fait les choses. Par ailleurs, dans la justification du corpus, je disais exactement, voilà, j'ai cherché la jurisprudence de telle année à telle année, j'ai dépouillé telle base de données, donc je mettais vraiment sur quoi je m'étais appuyée et sur quel genre. Non, je sais bien, mais non, je pensais plus aux étudiants et étudiantes qui sont probablement en thèse, en disant que il y a d'autres façons aussi de faire de la recherche. Donc c'est pour ça que je précisais. Sur les acteurs qui se mobilisent sur ce sujet, les associations qui accompagnent les victimes de violences et les associations féministes généralistes. Je pense à OLF qui est assez actif sur le terrain du droit. Ah oui ? Sur le terrain du droit, il y a un groupe féministe. Non, il me semblait que tu donnes Linette la tête. Non ? Bon, c'est peut-être d'autres sujets qui... Je pense deviner lesquels, du coup. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre autour de la protection, question de l'enfance, il y a eu donc cette coalition d'associations. Je crois qu'il y avait plus de 200 associations qui s'étaient réunies, ce qui est assez historique. Je ne l'avais jamais vu. Au sein de la magistrature, non. C'est-à-dire quand on prend les syndicats, donc il y a deux grands syndicats, un plutôt à gauche, le syndicat de la magistrature, et un plutôt marqué, je dis plutôt parce que c'est pas être une caricature, l'Union des magistrats. Ce ne sont pas des sujets qui... ils sont même plutôt en opposition d'ailleurs. Le syndicat de la magistrature est plutôt en opposition sur des réformes de droit de type introduction du consentement positif et tout ça. Pareil du côté des avocats. Qui ne sont pas favorables. Alors évidemment, on va avoir des avocates féministes qui vont se rassembler, mais ce sera... elles sont une dizaine, j'en ai pas identifié tellement plus, et qui sont plutôt en opposition avec leur syndicat. Donc elles se sont échinées, elles se sont épuisées même à faire bouger les choses au sein de leur syndicat. Elles ont toutes jeté l'éponge parce qu'elles en avaient marre d'être toujours celle qui est l'éternelle empêcheuse de tourner en rond. Tu reviens encore avec tes histoires de bonnes femmes. Voilà. Donc, dans les structures de droit, avocat, magistrat, non. Police, gendarmerie, j'ai pas identifié. Et du côté des universitaires, ça commence à frémir. Il y a eu le groupe Régine, qui était une ANR qu'on a eu pour 3 ans, dont j'ai fait partie, qui était réflexion, j'oublie toujours ce que veut dire l'acronyme, genre, inégalité des normes en Europe, c'est un truc comme ça.
Et c'était super intéressant parce que pendant 3 ans, on a réuni des juristes de toutes les disciplines. On a eu une analyse, par exemple, de la fiscalité, comment la fiscalité s'applique. Voilà, question de genre. Et même si on n'aime pas le droit fiscal, ce qui était complètement mon cas, c'est super intéressant. Donc voilà, et on a fait un gros bouquin rouge, La loi et le genre, qui coûte super cher, malheureusement, aux éditions du CNRS. Et donc ce groupement de profs a très clairement créé quelque chose. Donc même si l'ANR étant terminée, on est resté en forme de réseau informel, mais ça permet quand même, on sait que sur des sujets pointus du droit, je prends la fiscalité, je vais l'appeler elle, et elle va si elle n'est pas dispo, elle va me conseiller. Et donc il y a comme ça, ça infuse un petit peu, et je sais que du coup, dans leurs enseignements, elles diffusent aussi une analyse critique féministe du droit. Mais bon, on était quoi, une trentaine max, hein. Par contre, dans toutes les facs, dans toute la France, ça c'est bien aussi. Ceci dit, quand je suis en lien avec des juristes, des étudiants ou étudiantes en droit, et je leur demande comment c'est enseigné, alors le droit international, ils n'en entendent pas parler, le droit européen, ils en entendent parler, la critique féministe du droit, ils n'en entendent toujours pas parler. Et donc, à chaque fois, j'ai des billes comme ça. Ah oui, mais non, il y a tout ça. Enfin, Et ça, c'est... Voilà, il faut aussi changer nos juristes pour que ça puisse... Puisqu'on coupe les racines du patriarcat, et qu'on fasse germer des plantes un peu mieux racinées. Ça se dit pas, mais je le dis. Si je peux juste... Ouais. Par rapport à cette question, donc, ça me questionne quand même sur comment vous arrivez à encore avoir l'énergie ou à vouloir changer une partie d'un système et pas le système entier. Enfin, comment vous faites confiance encore dans le droit et dans son application quand on voit en fait déjà toute la force de résistance qu'il y a et les rapports de pouvoir qui sont pas forcément égaux pour modifier tout ça. Ouais. Mes origines bretonnes. Oui, je suis assez déterminée. Par ailleurs, comme dirait l'autre, c'est le moins pire des systèmes. Hein. On est quand même de passer par le droit, c'est que ça reste quelque chose qui est utile. Ce qu'on se disait au déjeuner, même si l'agresseur n'est pas condamné, le fait que la victime, alors faut arriver au magistrat, j'entends bien, qu'il ait à rendre compte devant la société, parce que les magistrats ce sont la société, qu'il soit interrogé sur sa façon de se comporter. La victime a gagné. Elle l'a mise dans l'obligation de se justifier. Voilà. Bon, c'est déjà une première victoire. Ça, j'aime beaucoup Louise Michel. Et, elle a de très belles pages sur les procès. Et elle dit notamment, chaque procès, c'est un étendard. Et c'est comme ça qu'on va aussi faire changer. Donc je pense que chaque procès est un moyen de faire avancer la société. Et j'y crois vraiment. Après ça, c'est un coût énorme, principalement pour les victimes, bien sûr. Et ça, j'ai jamais caché. Quand on conseille aux victimes de déposer plainte, on a toujours l'honnêteté de leur dire, mais voilà, à quoi vous vous exposez, évidemment. Mais c'est important. Mais vous serez pas seul. Et ça, c'est la deuxième partie du message qui vient. Vous serez pas seul. Ça peut être associatif, ça peut être syndical, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être, je dirais, peu importe. Du moment que s'entoure de gens, ça peut être psychologique, psychiatrique aussi, évidemment. On a besoin de toutes ces... Je pense que c'est ça qui fait que, parce qu'on a tous ces béquilles ou tous ces fils, pour voir la chose de façon un peu plus poétique, que la personne tient, et qu'on arrive à dévoiler des mécanismes de violence et à ébrécher le système d'impunité qui est encore le nôtre aujourd'hui. Voilà, il y a PPDA, il y a Nicolas Hulot, ça fait des vies si ce n'est d'agressions, de comportements qui sont vécus comme des agressions par les victimes. Et c'est fini. L'impunité est terminée. Et ça, c'est possible parce qu'il y a eu des siècles de lutte avant. C'est parce que ces deux femmes ont déposé plainte, dont je parlais. Ces deux Belges ont déposé plainte. Alors, le système, il se protège. Mais voilà, on est passé d'un système où il était impossible de déposer plainte pour viol conjugal à un système où des maris sont condamnés. Donc sur l'échelle de l'histoire, on voit le progrès. Après ça, que ce soit pas assez rapide, je suis parfaitement d'accord. Alors la question de l'autodéfense, je me la suis régulièrement posée, voire de la légitime défense, je me la suis pas mal posée.
notamment autour du procès de Madame Sauvage d'ailleurs, parce que quand j'avais vu sa première condamnation, ça m'a littéralement empêché de respirer. Donc je suis allée à son procès en appel. Et bien là aussi, je vous disais que vous prenez n'importe quelle disposition du droit, vous voyez bien que c'est un droit patriarcal. Il se trouve que la légitime défense, très clairement, on peut faire le même travail de déconstruction. C'est un délit c'est pas un délit d'ailleurs, c'est un mécanisme qui exonère de la responsabilité, qui a été construit par et pour des hommes, très clairement. Ça marche pas quand on est femme victime de violences conjugales et qu'on se défend. Parce qu'il faut qu'il y ait la proportionnalité. Or, la proportionnalité est rarement présente, parce que les femmes sont globalement, physiologiquement moins fortes, et que donc elles vont se saisir, elles vont répondre à un moment où elles ne sont pas en danger d'être étranglées, parce que sinon elles vont mourir. Voilà. Enfin, bon, il y a plein de choses, mais je ne rentre pas sur la légitime défense parce que ça va être très long, mais j'ai écrit un article, si ça vous intéresse, le sujet, je peux vous l'envoyer.